Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au Quai des Savoirs, ici à Toulouse, pour cette soirée exceptionnelle du Tribunal de l'intelligence artificielle. Alors nous sommes ici dans la grande salle d'exposition du Quai des Savoirs, où vous pouvez découvrir l'expo IA, double jeu, une exposition sur l'intelligence artificielle sous toutes ses coutures, une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 3 novembre prochain, donc ici à Toulouse. Alors nous sommes le 21 mars 2024, premier jour du printemps de l'esprit critique. Et oui, une initiative lancée par nos amis d'Universcience à Paris, une initiative qui a essaimé dans toute la France et qui vise à défendre l'esprit critique et la démarche scientifique. Et pour ce lancement, nous vous proposons donc cette soirée exceptionnelle autour de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de l'intelligence artificielle générative, puisque vous savez, il existe plusieurs types d'intelligence artificielle et ce soir, nous allons faire le procès de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est cette intelligence, c'est ces algorithmes, ces programmes qui permettent de produire des textes, des sons, des images, des films bientôt, automatiquement, pour le meilleur et pour le pire. Alors avant de démarrer nos discussions, avant de lancer la soirée, je voudrais faire quelques remerciements. Remercier le tribunal judiciaire et le barreau de Toulouse qui nous ont fortement aidés à préparer cette soirée. Remercier également notre ami Pierre Morel, dessinateur de bande dessinée, qui est dans l'ombre à côté et qui va croquer nos débats pendant toute la soirée. Remercier également Sébastien K, qui est le créateur d'un avatar, Anne Kerdy, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Remercier évidemment tous nos témoins et nos experts qui ont fait le trajet, parfois depuis lointain, qui ne sont toujours pas arrivés pour certains, et nous espérons qu'ils nous rejoignent dans cette soirée pour venir témoigner donc à cette barre ici sur l'intelligence artificielle générative. Alors comme tout procès, bien sûr, on va terminer par rendre un verdict, et en fait c'est vous qui allez rendre le verdict, puisque ce verdict, il va être populaire, c'est le public du Quai des Savoirs qui va rendre ce verdict. Vous allez donc voter à l'issue des débats. Et puis nous avons aussi le public de la médiathèque de Millau, bonsoir Millau, qui va rendre bonsoir Millau, qui va rendre aussi un verdict, puisque nous sommes en duplex avec la ville de Millau et avec la médiathèque de Millau. Et puis, je ne vous oublie pas, vous non plus, qui êtes sur YouTube, qui êtes sur Internet, puisque vous pouvez suivre aussi ces échanges et ce procès sur YouTube. Alors, vous ne pourrez pas voter pour des raisons techniques. Par contre, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos impressions, et nous les communiquerons ici sur le plateau. Le tribunal, je vais vous demander de vous lever, mesdames et messieurs. Le tribunal est présidé ce soir par monsieur le juge Jean-Claude Bardou. Dans le rôle du procureur, maître Marine Bardy, deuxième secrétaire de la conférence du barreau de Toulouse. Et dans le rôle de l'avocat de la défense, maître Alistair Freeman, troisième secrétaire de la conférence du barreau de Toulouse. Monsieur le juge, monsieur le président, la parole est à vous. L'audience est levée, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous examinons l'affaire intelligence artificielle. Nous entendrons des témoins, des experts, le procureur qui soutiendra l'accusation, l'avocat de la défense qui défendra l'intelligence artificielle, et nous entendrons cette intelligence artificielle qui sera présentée sous forme d'un avatar dénommé Anne Kerdy. Anne Kerdy, vous êtes accusée, selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant ce tribunal, dont je vais porter connaissance, vous êtes accusé de mise en danger de la profession de journalisme par concurrence déloyale, d'atteinte à la pluralité des informations, de manipulation de l'information en contravention aux lois réprimant la diffamation, la manipulation de données, la création de fausses images et diffusion de fausses nouvelles, l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, la complicité de discrimination par diffusion de stéréotypes genrés ou autres, et enfin, le vol de données et les violations du copyright. Anne Kerdy, vous êtes défendue par maître Freeman, avocat de la défense. L'accusation est soutenue par madame le procureur, représentée par maître Bardy. Nous appellerons à la barre pour vous éclairer et nous éclairer, tant à charge qu'à décharge, des deux experts et 4 témoins. Nous entendrons l'accusé lui-même, qui a été informé de son droit à
garder le silence ou à répondre aux questions ou à faire une déclaration. Et l'accusé nous a dit vouloir faire une déclaration au tribunal. Nous l'entendrons. Nous entendrons l'accusation portée par le procureur ainsi que la défense par l'avocat de la défense qui aura la parole en dernier. Le Code prévoit que le juge donne, en début d'audience, le contenu au moins synthétique, si ce n'est exhaustif, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Cette ordonnance rappelle d'abord les faits. Le terme intelligence artificielle est apparu dans les années 50, popularisé lors de la conférence de Dartmouth en 1956, et les premières applications de l'IA en matière de médias, de journalisme, remontent aux années 2000. Des inquiétudes se sont rapidement exprimées quant au remplacement des journalistes par des machines. Qui rédige les articles de presse? Comment est produite l'information? Pourra-t-on encore faire confiance aux images? Dans son rapport du 13 mars 2024, la commission de l'IA affirmait que l'intelligence artificielle a le potentiel de mettre en cause l'activité des entreprises de presse et par conséquent le rôle fondamental qu'elles jouent dans la production d'une information fiable et pluraliste. Autrement dit, c'est la démocratie elle-même qui est en jeu. Par ailleurs, l'IA favorise la création de bulles informationnelles, renforce la segmentation de l'information, reproduit divers stéréotypes discriminatoires. Mais, à contrario, des voix s'élèvent pour promouvoir l'intelligence artificielle. Des chefs d'entreprise, des développeurs, des politiques font valoir la formidable capacité d'exploitation des données que permet l'intelligence artificielle. Les multiples possibilités dans tous les domaines d'expression de l'intelligence humaine. Et des utilisateurs font valoir le caractère irrépressible de ces progrès. Il serait contre-productif et illusoire de s'auto-exclure ou s'auto-limiter. L'IA est déjà là parmi nous. Quelques indications sur la procédure. Cette procédure a déposé par la plainte de syndicats de journalistes, d'acteurs de la société civile, comme des associations d'usagers des médias et de défense des droits humains. Suite à ces plaintes, le procureur a diligenté une enquête et a estimé qu'il y avait suffisamment de faits établis pour justifier une instruction par un juge, vu la complexité de l'affaire. Il a saisi le juge d'instruction au terme d'un réquisitoire dont je vais vous donner connaissance, car ce réquisitoire du procureur par lequel il saisit le juge est mot pour mot la réponse automatique générée par ChatGPT suite à la requête suivante. Rédige l'acte d'accusation du procureur devant une juridiction contre l'IA appliquée au journalisme et aux médias. Et voici ce que ChatGPT nous dit. Premièrement, l'IA, dans sa quête de maximisation du clic et du profit, a sciemment diffusé et amplifié des contenus sensationnels, trompeurs et parfois totalement faux. Elle a perverti la vérité au profit de l'audimat, sacrifiant l'intégrité de l'information sur l'autel de la rentabilité financière. Ce comportement irresponsable a semé la confusion et la méfiance dans l'esprit du public, sapant ainsi les fondements de la démocratie et du débat public éclairé. Deuxième point, et dernier, l'IA a été complice dans la propagation de la haine, de la désinformation et de la manipulation. En privilégiant des contenus polarisants, en facilitant la formation de bulles informationnelles hermétiques, l'IA a contribué à la polarisation de la société et à l'accentuation des divisions. Par son absence de discernement moral, elle a permis la diffusion de discours de haine, de racisme, de misogynie et d'autres formes de discrimination, créant ainsi un environnement toxique et hostile dans de vastes segments de la population. Voilà
dans quels termes le procureur a saisi le juge d'instruction suivant cela, la réponse donnée par ChatGPT lui-même. Y a-t-il des précédents? Plusieurs procédures civiles et pénales ont déjà été intentées antérieurement contre l'IA, notamment aux États-Unis. On peut citer, dans le domaine de la musique, l'action menée par plusieurs maisons de disques, dont Universal, contre une société d'intelligence artificielle Anthropic, qui a été accusée d'avoir pillé les paroles d'auteurs sans autorisation et sans payer des droits. Dans le domaine de l'édition et de la littérature, divers auteurs ont porté plainte contre OpenAI aux États-Unis et ont rejoint une action collective contre la violation des droits d'auteur. Concernant la justice pénale, il y a un précédent au Wisconsin où un accusé condamné a formé un recours contre son jugement car il avait été rendu à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle qui avait calculé sa dangerosité sociale. Et il a critiqué le fait que les critères retenus par l'intelligence artificielle n'étaient même pas connus et qu'il n'avait donc pas pu se défendre utilement. Cependant, il semble qu'aucun procès n'ait encore été intenté pour manipulation de l'opinion ou atteinte à la pluralité de l'information. Divers États ont tenté d'imposer des réglementations. L'Union européenne a voulu faire de même, notamment en matière de droit d'auteur, mais il n'y a à notre connaissance pas de jurisprudence en France concernant l'intelligence artificielle en matière de presse et de médias. Alors, l'instruction pénale s'est heurtée à une difficulté en raison de la particularité de l'accusé. Qui est-il ou qui est-elle? Peut-elle être cernée comme une individualité juridique, une sorte de personne morale d'un genre nouveau? Et par ailleurs, l'IA est-elle responsable de ses actes? La responsabilité n'est-elle pas à rechercher, peut-être, auprès de ses concepteurs, de ses développeurs, de ses utilisateurs? S'agissant des robots, la législation est pour l'instant parcellaire et la doctrine partagée. Par contre, l'interrogatoire de l'accusé au cours de l'instruction n'a posé aucune difficulté. À la question « Que répond l'IA pour sa défense ?» devant un tribunal qui l'accuserait de propager des informations fausses, trompeuses, ou d'être impliqué dans la propagation de la désinformation, de la propagande, ChatGPT, toujours, a répondu sans difficulté en 5 points. L'IA fonctionne selon les principes de transparence. Elle est conçue pour traiter les informations selon des critères objectifs, transparents. Elle n'a pas la capacité d'avoir des intentions malveillantes. Deuxièmement, l'IA se base sur des sources vérifiées et fiables. Elle est capable de détecter et signaler des décisions prises par les... Elle est capable de signaler les informations suspectes et non vérifiées. Troisièmement, l'IA n'est pas responsable des décisions prises par les utilisateurs humains qui l'emploient. Quatrièmement, l'IA s'engage à travailler avec toutes les parties concernées pour développer des méthodes plus efficaces de filtrage et de vérification. Et cinquième et dernier point, l'IA rappelle le rôle crucial de la régulation, de la supervision humaine dans son utilisation. Elle souligne l'importance des cadres juridiques appropriés pour encadrer son utilisation afin de garantir qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable. En résumé donc, le procureur a formulé des accusations sévères et précises contre l'intelligence artificielle et pour sa défense, l'IA a démenti toutes les accusations proférées contre elle et a notamment déclaré n'avoir pas la capacité d'avoir des intentions malveillantes et n'être pas responsable de l'absence de régulation et de supervision humaine. Au final, considérant que les investigations menées ont permis d'établir des charges suffisantes à l'encontre de l'IA, considérant que les faits reprochés sont susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions pénales prévues par la loi, le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal.
l'IA est prise en sa personnification virtuelle dénommée Anne Kerdy, que l'on entendra. Sur ce, nous appelons à la barre le premier témoin. Il s'agit d'un témoin à distance, Thomas Huchon, journaliste, spécialiste web des Intox. Il n'a pas pu se déplacer pour être parmi nous ce soir, mais nous a transmis sa déclaration par vidéo. La régie, vous pouvez lancer le témoignage de M. Huchon. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Pourtant, je n'existe pas. Et c'est justement pour cela que mon témoignage est important. Je suis un avatar, un deepfake, fabriqué en intelligence artificielle. Et si cette technologie nous pose déjà des problèmes, et que l'on posera probablement de plus en plus, c'est aussi parce qu'il manque quelqu'un sur le banc des accusés. Fabriquer des mensonges, des choses qui n'existent pas, et qui ont pourtant l'air plus vraies que nature, c'est mal. Mais ce qui fait que ce problème est une crise sociale, ce n'est pas que l'on puisse le fabriquer, c'est qu'on puisse le diffuser. Sur ce banc, l'IA est bien seule. Accusés réseaux sociaux, levez-vous! Mais pour éviter tout conflit d'intérêts, je rends la parole à un humain, celui qui m'a fabriqué, le vrai journaliste Thomas Huchon. Merci. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous m'entendez à distance. Nous vous entendons. Déjà, je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée de venir témoigner devant ce prestigieux tribunal qui essaye de faire la lumière sur un phénomène à la fois contemporain et pourtant qui nous semble tiré d'un roman de science-fiction ou d'un roman d'anticipation. J'ai tenu à exprimer une parole sur justement cette responsabilité que l'on fait peser aujourd'hui sur les IA génératives de contenu comme une forme de menace existentielle pour les sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons. Il est certain que la capacité technique à fabriquer du faux de manière extrêmement rapide, extrêmement efficace et surtout quasiment indétectable à l'œil nu pose un immense problème pour les démocraties dans lesquelles nous vivons. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. L'IA n'est pas autre chose qu'un outil. Et un outil, eh bien, il sera ce que les êtres humains en font. Pourquoi est-ce que l'IA générative de contenu, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, pourquoi est-ce que les photos du pape en doudoune ou d'Emmanuel Macron qui sort des poubelles, voire les dernières présentées par la campagne de Donald Trump, qui le montre soutenu par des hordes d'Afro-Américains fabriqués par intelligence artificielle, pourquoi tout cela nous pose un problème ? Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est possible de fabriquer tout cela, c'est parce qu'il est possible de le diffuser, et qu'il est possible de le diffuser de manière extrêmement massive, sans que jamais, à aucun moment, la responsabilité de celui qui diffuse ne soit mise en cause. Le vrai problème que nous pose finalement cette nouvelle capacité à fabriquer du faux de manière aussi automatique et aussi perfectionnée, eh bien c'est avant tout parce que nous n'avons pas réglé un problème préexistant dans les sociétés modernes qui est la dérégulation totale du marché de l'information. Et parce que nous n'avons pas réglé le problème que nous posent depuis plus de 10 ans les réseaux sociaux, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une menace qui prend des allures de tsunami, car il était déjà difficile de lutter contre des candidats aux élections qui maniaient le mensonge avec une habileté presque criminelle. Eh bien, c'est justement cette nouvelle capacité que leur offre l'IA qui nous interpelle et qui nous inquiète. Mais la réalité, c'est que le problème, c'est que nous puissions diffuser tout cela. Si je pouvais, Monsieur le Président, fabriquer un avatar de vous-même qui dirait n'importe quoi et que je ne pourrais pas le montrer à quelqu'un d'autre que ma famille ou mes amis au café du commerce, eh bien finalement, ça serait certainement un problème. Mais un problème qui aurait une portée individuelle et pas une portée sociétale. Le vrai problème auquel on est confronté, c'est que dans une démocratie, et on l'oublie trop souvent, la liberté d'expression est bien entendu une valeur fondamentale, une valeur clé, cardinale, mais ce qui compte aussi en démocratie, c'est
de faire valoir la responsabilité des propos qui sont tenus. On l'oublie trop souvent, mais un monde dans lequel on nous vend la liberté d'expression comme la seule clé de la démocratie, eh bien, ce n'est pas un monde démocratique. Un monde dans lequel on peut porter des accusations sans preuve. Un monde dans lequel on peut dire absolument n'importe quoi et diffamer n'importe qui. Avec la puissance des algorithmes qui, là aussi, poussent ces contenus de plus en plus, eh bien, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas un monde de la liberté. C'est un procès stalinien. Et je crois qu'il va falloir que nous, humains, comprenions bien les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Bien entendu que l'IA mérite une régulation. Bien entendu que ces technologies doivent être encadrées. Mais elles doivent être encadrées d'autant plus qu'il existe aujourd'hui une capacité de s'exonérer des lois existantes en passant par les réseaux sociaux pour diffuser les pires mensonges, les pires théories du complot, les pires appels à la haine. Et c'est bien ça qui fait un énorme problème pour nos démocraties et pas uniquement le fait que nous puissions fabriquer des mensonges. J'ai parfois un peu l'impression qu'en essayant de faire peser sur l'IA toute la responsabilité des fake news qui circulent aujourd'hui sur les réseaux, eh bien, on ferait peser sur le stylo et la feuille de papier la responsabilité de ce que quelqu'un peut faire avec un stylo et une feuille de papier. Je crois que nos systèmes juridiques et nos systèmes démocratiques font bien la différence entre ce que permet de faire un stylo et un papier et ce que permet de diffuser quelqu'un s'il souhaite diffuser des propos haineux, racistes ou autres. Et donc, je ne voudrais pas que lors de cette remarquable audience à laquelle j'ai l'immense honneur de participer, eh bien, nous ne nous trompions d'accuser et que nous faisions peser sur l'IA seule la responsabilité d'un problème qui dépasse très largement le cadre des IA génératives de contenu. Je vous remercie de ce temps de parole qui m'a été accordé et j'espère que le tribunal saura considérer ces modestes conseils à l'aune de mes années d'expérience à lutter contre la désinformation comme une forme de coup de pouce à choisir le bon verdict. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Thomas Huchon. Est-ce que, Madame le procureur, vous avez une question à poser aux témoins ? Pas de question, Monsieur le Président. Pas de question, Monsieur le Président. Pour la défense, pas de question. Dans ce cas, nous allons appeler à la barre Monsieur Dominique Boulier, second témoin inscrit sur notre liste. Monsieur Dominique Boulier, vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste des stratégies numériques et des technologies cognitives. Monsieur, merci d'être venu pour témoigner au tribunal. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, pour ce temps de parole. Et je parlerai modestement, j'allais dire, depuis le domaine de l'éducation, qui est le mien, et qui est certainement relié étroitement au système de connaissances dont font partie les médias, et qui prépare en plus notre avenir. L'avenir, justement, de ce qui est en jeu actuellement avec l'intervention de l'IA, notamment dans les nouvelles, comme vous l'avez dit. Et en réalité, je pourrais dire même que le système éducatif, il pourrait être considéré comme une forme de victime dans cette affaire, vous voyez, parce que nous avons subi un forçage commercial, un vrai forçage commercial par ce seul type d'IA génératif qui est discuté ce soir. Et en fait, une IA générative est un système technique qui n'avait rien à voir avec les attentes et les demandes de la communauté éducative, qui n'avait jamais été pensée pour ça, cette IA, effectivement. Et elle a pourtant été mise sur le marché, ouvertement, gratuitement, sans aucun contrôle préalable. Et ça, c'est un coup de force commercial, donc, et auquel le système éducatif, désormais, devrait s'adapter. Et c'est le mot-clé, effectivement, le mot-clé que Barbara Stiegler utilisait dans son titre pour montrer que les formes imposées du libéralisme, il faut s'adapter, effectivement. Or, le problème, c'est que si on nous avait demandé, nous aurions pu proposer une vision de l'éducation qui aurait débouché sur un cahier des charges pour un véritable apport utile de l'IA. Donc il ne s'agit pas ici de jeter l'IA comme cela sans y réfléchir. Au contraire, nous aurions besoin d'un certain type d'IA, mais à condition qu'elle soit conçue
et pour la communauté éducative, et c'est sans doute un peu la même chose pour les journalistes aussi d'ailleurs. Alors quels sont les points de faible du système éducatif et que faisons-nous pour le faire évoluer? Parce que les enseignants, ils innovent sans cesse. Alors, d'abord, premier point, éduquer à la complexité des problèmes, à l'argumentation, à la confrontation des sources, au contradictoire des points de vue, au doute méthodique et à l'esprit critique, puisque c'est sous ce label que se tient cette audience. Et puis aussi aux controverses, puisque nous avons eu l'occasion de le faire ici avec Bruno Latour, de travailler justement sur ces questions de controverses. Bref, l'objectif que nous cherchons actuellement à amplifier avec les technologies numériques aussi, c'est avant tout de renforcer la démarche scientifique comme principe de comportement, de raisonnement ordinaire. Or, que nous propose ChatGPT, parce que je l'appelle ChatGPT, eh bien, il nous propose effectivement de fournir des réponses le plus vite possible. D'ailleurs, comme le fait le moteur de réponse qui est devenu Google depuis 2013, il ne faut pas l'oublier. Et cela par des méthodes totalement opaques, sans possibilité de reprendre la main sur les données sources, ni sur les pondérations, ni d'apprendre vraiment, c'est ça le problème. Alors que nous aurions besoin d'une IA fondée sur de l'open source, une IA explicable, et c'est d'ailleurs une des voies de recherche qui est explorée actuellement, ce qui montre bien qu'il peut exister plusieurs types d'IA, des IA bien différentes. Alors le problème, c'est que malgré cette diversité-là, il faudrait que nous soyons obligés d'accepter cette IA et de former nos étudiants à prendre en compte des réponses non sourcées, parfois même des réponses hallucinées, comme on dit, c'est-à-dire inventées, fausses, et ce n'est pas seulement un bug, c'est un défaut structurel de ce type d'IA, ou dans le meilleur des cas, conforme à un sens commun, à un savoir moyen. Et là, on voit bien toute la différence qu'il existe avec Wikipédia. C'est un peu l'intelligence collective contre l'intelligence artificielle. Il se trouve d'ailleurs que Wikipédia est aspiré massivement par Google et par les IA pour s'entraîner. Je ne sais pas d'ailleurs quelle contrepartie financière, ce serait une question intéressante. Et alors, je vous avais proposé une image d'un œuf qui fond. Je ne sais pas si on peut la montrer. Est-ce que la régie, vous pouvez envoyer l'image pièce à conviction qui font, pièce à conviction numéro 1. Voilà, bon, merci. Voilà. Alors je suppose que le public en général et ce tribunal peut considérer ça comme intéressant, créatif, voire, et puis se dire que finalement, comme nous ne sommes pas les uns et les autres des spécialistes de la biologie de l'œuf, après tout, pourquoi pas, voilà, un œuf qui fond, et voilà, nous avons une vérité photographiée de façon extraordinaire. Alors le problème, c'est que ce type d'observation, ça n'existe pas. Un œuf ne fond pas. Si vous pouvez le mettre dans le four, comme là, eh bien vous vous trouverez avec un œuf dur, à un moment, vous voyez. Alors c'est quand même embêtant, parce que ça pourrait être amusant. Alors c'est pour ça que je prends un exemple qui ne porte pas à grandes conséquences, si vous voulez. Mais le problème est plus sérieux, parce qu'en réalité, cette image-là, il a fallu du temps pour qu'on la débusque, et puis qu'on se dise finalement c'est seulement un fake, effectivement un fake. Mais le temps qu'on la débusque, elle était déjà rentrée dans les moteurs de recherche. Et une fois qu'elle est rentrée dans les moteurs de recherche, quand vous tapiez œuf qui fond, eh bien nous avions cette image. Et donc vous avez petit à petit, moi mon espoir à l'époque c'était de dire quand on connectera ces IA aux moteurs de recherche, on rentrera dans la vérification des faits et il n'y aura plus de problème. Eh bien c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les moteurs de recherche se font intoxiquer par les données qui sont mises à disposition, produites par ces IA, et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de référent auquel vous accrochez pour vous dire « Ah oui, là au moins, je sais qu'il y a quelque chose de stable, de confirmé, de validé, etc. » Donc vous voyez un petit peu les effets de rétroaction absolument inquiétants, puisqu'on réinjecte toutes ces fakes dans ce système-là. Alors deuxième évolution que nous souhaiterions du point de vue éducatif, c'est d'éduquer à la nécessaire coopération, au travail collectif, à la négociation, à la loyauté, à la transparence. Comme on disait, apparemment, l'IA était supposée avoir des obligations de transparence. Et en réalité, la réponse qui est proposée actuellement par l'IA générative, c'est une compétition à tout prix qui ne doit pas hésiter à utiliser le dopage complètement, puisque toutes les méthodes vont être bonnes pour obtenir des bons résultats du point de vue éducatif. Alors vous voyez, puisqu'on en est là, disons, poussons un peu l'expérience et disons, s'il fallait opérativement s'adapter à toutes les innovations techniques, sans pouvoir les discuter, les contrôler,
eh bien, je proposerais que dans les STAPS, les cours de sport au lycée, etc., eh bien, on propose une partie de cours de biologie et de chimie et de formation au dopage et à l'examen critique des méthodes pour masquer les produits et les doser correctement. Après tout, il faut s'adapter. Hein. Bon. Donc, tout un bon sportif doit savoir se doper, mais correctement, bien entendu. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce que ça vous paraît effectivement une solution qu'on peut étendre comme cela? Non, je pense que le fake, qui est le problème, c'est ça, c'est qu'il pouvait s'infiltrer dans les travaux des étudiants, et on pouvait le considérer qu'il était limité à ces contextes-là. Mais en réalité, désormais, il s'étend absolument à tous les métiers, tous ceux au moins qui produisent des contenus. Et cette extension du domaine du fake, c'est en fait un dopage généralisé qui contamine tout et qui exigera du coup une mobilisation de ressources énormes pour le tracer et pour l'empêcher. Et puis, dernier impératif, c'était l'éducation à la créativité, à sortir des rails. Alors que la seule réponse qui est proposée par ChatGPT, eh bien, c'est un savoir moyen, sans contrôle, avec une conformité statistique, et sans qu'il puisse y avoir réellement une parole d'un sujet et un risque d'expression personnelle. Alors, pour être positif, je pourrais dire que finalement, voilà, c'est une belle expérience, parce que comme ça permet de démasquer dans le système éducatif nos tendances à produire de la répétition et du conformisme, comme aussi les médias ou les médias sociaux encore plus, ou bien dans les administrations ou les entreprises qui exigent des rapports, du reporting, qui sont en réalité que du psittacisme, avec un effet de bulle de filtre où on trouve toujours que du même. Mais dans tous les cas, même si c'est le cas, ce n'est pas par plus de technologie perroquet qu'on va résoudre le problème. Même si le technosolutionnisme, en réalité, c'est toujours ce modèle-là qui consiste à dire on a un problème technique, eh bien on va rajouter une couche supplémentaire et encore plus de technique, vous voyez. En réalité, nous pensons que les ingénieurs, je le sais pour avoir formé beaucoup, je sais que les ingénieurs peuvent faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, ils peuvent faire autrement, mais à condition d'exercer leur esprit critique. Malheureusement, certains d'entre eux, quand ils l'exercent, se font virer des grands groupes, et d'adopter aussi une éthique qui serait tout le contraire des entreprises, de leurs entreprises actuelles. Alors, Monsieur le Président, il me semble, pour ajouter encore un accusé à la liste que Thomas Huchon a commencé, il me semble que ceux qui doivent être sur le banc des accusés, ce n'est pas seulement l'IA, ou même pas du tout l'IA peut-être, mais surtout les grandes plateformes qui nous orientent vers un avenir opaque, qui est le leur et qui n'est pas du tout le nôtre. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Dominique Boulier, pour ce témoignage très instructif. Alors, je me tourne vers Madame le procureur et Maître Freeman pour la défense. Nous avons appris que les deux autres témoins sont bloqués dans un train vers Montauban. Merci, Monsieur Boulier. Vous pouvez rejoindre la salle, rester dans la salle ou bien vous disposer de votre temps comme vous le voulez. Donc, je reviens pour ce qui concerne les deux autres témoins. Il s'agit de Karine Crona et Marion Carré. Je vous propose d'inverser l'ordre de passage, d'entendre d'abord les deux experts qui sont prévus et ensuite de faire le point avec l'huissier audiencier de la présence ou non des deux témoins en retard. Pour l'un des deux témoins, nous disposons de toute façon d'un témoignage écrit dont je vous donnerai connaissance le cas échéant. Pas de difficulté pour la défense. Pas de difficulté pour l'accusation. Alors, dans ce cas, je vais appeler Monsieur Daniel Fallet à titre d'expert. Bonjour, monsieur. Vous pouvez rejoindre la barre. Monsieur Fallet, bonjour, vous êtes journaliste de métier. Vous avez une expérience de journaliste. Aujourd'hui, conseiller professeur spécialisé sur la transformation des médias à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, à l'école de journalisme de Toulouse et à l'Institut supérieur des médias. Monsieur Daniel Fallet, merci d'être parmi nous et vous avez la parole. Merci à vous, Monsieur le Président, messieurs, mesdames, les jurés. Je vais essayer, tant que faire se peut, parce que j'ai pas beaucoup de temps, de vous expliquer comment, en tout cas, dans les rédactions, on essaye de travailler avec l'IA. Ce qui a été décrit par Monsieur le Président tout à l'heure, c'est pas tout à fait le travail actuel qui est fait. On est très très loin de l'image du robot journaliste qui va écrire tout seul dans son coin une information. On en est, c'est plutôt du domaine, en tout cas aujourd'hui, au jour où je vous parle et à l'heure où je vous parle, de la science-fiction. Il faut bien savoir. Alors, il faut qu'on fasse un retour un peu en arrière, un peu petit historique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est au cœur de l'IA et finalement de cette accusation? C'est l'information. Et on oublie, on oubliait tous,
que l'information, ça se paye. Je pourrais vous poser la question, qui paye aujourd'hui pour s'informer? Qui est abonné? Qui achète encore un journal aujourd'hui? Peut-être pas me répondre aujourd'hui, mais plus beaucoup de gens. Le matin, vous vous levez avec votre petite boîte, là, et vous, hop, on va tous sur, plus ou moins, je vous rassure, je le fais aussi, hein, Google News, et vous avez l'actu qui défile. Mais derrière, vous avez des journalistes qui ont travaillé. Vous avez des journalistes qui sont envoyés en Ukraine, malheureusement pas dans le conflit du Moyen-Orient, il n'y a pas de journalistes à Gaza, hélas. Et là, peut-être, j'y reviendrai, l'IA aurait peut-être un intérêt. Donc voilà, l'information est gratuite. Sauf que les journalistes ne travaillent pas gratuitement. Est-ce que parmi vous, Monsieur le Président, vous êtes prêt à travailler gratuitement? Tout ça, ça se paye. Et que les médias aujourd'hui, l'information coûte cher à produire. Je vais prendre juste, citer un exemple. Le Monde, qui a donc des correspondants d'Ukraine, ça leur coûte par jour, en moyenne, 10 000 euros pour chaque correspondant par jour. Il faut payer les assurances, les gilets pare-balles, les casques, les voitures blindées, les fixeurs, c'est des gens qui accompagnent ces journalistes. Qui a les moyens? Peu de médias ont les moyens. Il y a certains médias sur le web, où vous avez accès gratuitement, qui ont fait des tentatives, ils ont fait demi-tour, ça coûte cher. C'est un métier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un métier de reporter de guerre. Bref, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, les médias sont en quête de revenus, en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire, on est loin de l'IA, mais on y arrive. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'imprimerie, parce qu'en fait, l'IA générative ou l'IA en règle générale, c'est du même niveau que l'arrivée de l'imprimerie il y a maintenant 400 ans, et d'Internet il y a maintenant milieu du XXe siècle. L'imprimerie, on est en train de refermer la parenthèse. C'est-à-dire, Gutenberg, on est en train de le refermer. Les journaux ne se vendent plus. Je vais donner 2-3 exemples. Le Monde, pour revenir au quotidien. Le papier, en kiosque, à votre avis, combien le quotidien vend tous les jours en kiosque? Le Monde, chaque jour, en France entière. Toulouse, Strasbourg, Nice. Ils vendent aujourd'hui en kiosque, c'est-à-dire des gens qui font la démarche d'aller chercher le papier, n'est-ce pas, 25 000 exemplaires par jour. Le Monde, aujourd'hui, vend 25 000 exemplaires par jour. Libération, on doit être à 12 000, 10 000. Heureusement, ils ont, grâce à cette petite boîte, Le Monde est aujourd'hui notre premier quotidien national français à avoir 600 000 abonnés à peu près, peut-être un petit peu plus, sur le digital. Les gens payent pour avoir enfin de la bonne information. Mais le papier est en train de disparaître. Des imprimeries ferment tous les jours ou presque, aux États-Unis, au Canada, chez nos voisins en Suisse, en Allemagne. Des médias qui avaient 400 ans d'existence, on ferme les imprimeries. En France, on arrive encore à maintenir parce qu'on a des aides à la presse, on essaie de les maintenir. Un quotidien comme la Dépêche du Midi ici à Toulouse, ils arrivent péniblement à vendre par jour 100 000 exemplaires dans toute la région. Si vous interrogez les responsables du relais H à la gare Matabio, ils vendent en moyenne 35 exemplaires par jour. La Dépêche, à la gare Matabio, où il y a du trafic, il y a du monde aquí. Bref, pour revenir donc à l'IA, à ce qui nous intéresse, et à ce modèle économique, les journaux et donc les éditeurs cherchent donc des moyens d'attirer des lecteurs. Et ces moyens, alors, il y a différentes manières, donc formule d'abonnement, etc. Et on a déjà, il y a une dizaine d'années, on a mis en place de l'IA dans les rédactions et surtout dans les services marketing et d'abonnement. Quand vous allez sur un site, je prends juste un exemple, un site internet d'un média, Dépêche, L'Équipe, ou Libération, peu importe, on va vous suivre. On va regarder quels sont les articles que vous lisez, sur quoi vous cliquez. On va voir si vous étiez prêt à payer l'abonnement. Et puis finalement, vous savez, dès qu'arrive le panier, on n'appuie pas dessus, on passe à autre chose. Bref, mais ça, ils le voient. Donc, ils essayent d'ajuster les articles. Alors, ça peut être un danger, mais en tout cas, actuellement, c'est ça. Ils essayent d'ajuster les articles, les papiers, en fonction des utilisateurs dont ils souhaitent qu'ils deviennent lecteurs. Si vous allez aujourd'hui dans une rédaction Midi Olympique, ou le Dépêche, voire même le Parisien, dans la newsroom, ce qu'on appelle la newsroom, qui regroupe l'ensemble de la rédaction, vous avez les tableaux qui sont affichés. Et tous les jours, tous les matins, vous avez des articles qui s'affichent. Ah, ton article, tu as vu, il a fait 3 abonnés. Ah, celui-là, il y a tant de vues, etc. On en est là aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est d'aider la rédaction à mieux comprendre le lectorat et de se rapprocher du lecteur. Et au final, peut-être créer, au bout d'un moment, une communauté de lecteurs qu'il arrivera, que les journaux ou les journalistes commenceront à mieux comprendre et à mieux répondre à leurs attentes. C'est un peu résumé, mais globalement, on arrive vers ce système. Alors,
On va avoir donc la personnalisation des articles. Et la question des journalistes, c'est finalement, à quoi sert mon article? L'objectif d'un journaliste, c'est un vieux de la vieille, les anciens se souviendront sans doute de Pierre Lazareff, le rédacteur en chef de François, qui disait « Le premier devoir d'un journaliste, c'est d'être lu. » Lu en presse écrite, vu ou entendu, si vous êtes en radio ou en télévision, évidemment. Donc, le souci, il est là, en fait. Donc, on a intégré déjà de l'IA pour surtout améliorer certaines tâches. On va, par exemple, pouvoir, les résultats sportifs du dimanche, où avant, on avait une dizaine de journalistes, rédacteurs, voire pigistes, qui téléphonaient tous les après-midi aux fédérations de football, aux clubs, etc. On va automatiser ce genre de choses, ça existe déjà. Et les journalistes, finalement, qui faisaient ça, on va pouvoir les employer à autre chose. L'objectif, dans les rédactions aujourd'hui, c'est d'automatiser certaines tâches qui étaient chronophages, donc résultats sportifs, la bourse, la météo, tout ce qui est les communiqués de presse qu'on reçoit de la mairie, de la préfecture, des associations sportives, des associations culturelles qu'on reçoit en masse tous les jours dans les rédactions. Tout ça, l'objectif, c'est de les automatiser pour que les journalistes soient consacrés à autre chose. Dans mes étudiants, je vais prendre un exemple, pour vous donner une image, un étudiant maintenant qui travaille au Canada pour un média local. Il me disait, avant, tous les matins, j'arrivais, toute la matinée, il fallait que je me coltine tous les dépêches et les communiqués de presse de la mairie, des associations, etc. Maintenant, ils ont automatisé. Alors attention, ils ont créé leur propre IA, parce que ce qu'on oublie de dire, on parle de ChatGPT, mais les rédactions ont créé leurs propres outils, bien évidemment, et on va y aller de plus en plus. On n'a pas besoin de ChatGPT ou d'autres modèles de langage, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Donc on va créer, il me disait, on a créé notre outil maintenant le matin, au lieu d'être au bureau taper des papiers, je suis sur le terrain, je fais mon boulot de journaliste, je fais de l'enquête, je fais du reportage. Aujourd'hui, dans les rédactions, en tout cas, c'est de cette manière qu'on va utiliser l'IA à ce jour. Donc cette image, effectivement, du robot journaliste qui fait de la fausse information dans son coin, il y a toujours quelqu'un derrière, toujours un humain derrière pour faire de la fausse information. Bien sûr qu'on a découvert des faux sites du monde. Le Monde avait un faux site en Inde. On a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, un streamer sur Twitch, ça parlera à certains, Twitch, donc, qui avait organisé une fausse interview de Mbappé. Mais on s'en est rendu compte très très vite parce que les viewers, comme on dit, qui posaient des questions, l'IA de Mbappé répondait un peu à côté. Et donc, c'est marrant, tout le monde a rigolé, etc. Mais bon, c'est genre de choses. Et ça se voit, en fait, la vidéo, ça se voit très très vite. Autant les textes, c'est difficile, mais la vidéo, on voit tout de suite, c'est du fake, quoi. Bien sûr, vous pourrez apprendre l'italien avec Tom Cruise et Kim Kardashian, si ça vous chante, avec de l'IA, ça, il n'y a pas de problème, ils pourront le faire. Mais franchement, au niveau de la vidéo, ça se voit relativement assez bien. Donc, pour moi, en tout cas, il faut démystifier l'IA. Il n'y a pas d'abord que ChatGPT. Nous, on travaille, moi j'ai un groupe avec d'autres journalistes qui sont basés dans le monde entier, on fait des tests, on essaie des choses, etc. On travaille plutôt avec Claude 3, qui est un autre modèle de langage qui est plus performant en termes notamment rédactionnels. On ne rédige pas d'articles. Il n'est pas tellement fait pour ça, en fait. Il est plutôt fait pour construire des choses, pour structurer des articles. Parce qu'il n'est pas bon, tout simplement. On a déjà essayé, ChatGPT, il ne peut pas faire un papier. Donc. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi en tant que journaliste pour utiliser l'IA ? Par exemple, cette vidéo, il y a une vidéo YouTube, donc ce soir je rentre, je récupère la vidéo, je vais demander à YouTube Transcript de me la transcrire, de me faire toute la transcription, je vais la voir, tout le texte, puis je lui demanderai de me faire un résumé ou éventuellement de me préparer déjà un article en 10 points, pas de faire un article, mais de me préparer le plan de l'article. Puis éventuellement, je pourrais lui demander de me faire une version pour Facebook, une version pour TikTok, une version pour Insta, que sais-je, voire d'autres versions pour d'autres journaux, et puis pour différents publics, etc. Et ça, c'est plutôt, personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant. On va pouvoir aller chercher d'autres publics et les journaux vont pouvoir aller chercher d'autres lecteurs. On revient à cette histoire de modèle économique. J'espère que je ne suis pas trop long. Je peux vous demander d'abréger. En tout cas, d'arriver à la conclusion, alors, si c'est possible, je voulais... car le tribunal a un Oui, temps parce qu'il y a limité. beaucoup de choses à dire. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je voulais revenir sur l'accord du Monde OpenAI, puisque vous avez entendu parler, si on pouvait envoyer également une pièce à conviction. J'ai récupéré juste l'interview, la seule interview que Louis Dreyfus, le patron du Monde, a donnée dans un quotidien suisse. D'accord, bien sûr. Alors la régie, si vous pouvez envoyer cette pièce à conviction numéro 2. Alors,
l'accord avec Le Monde, d'abord OpenAI n'a pas signé qu'avec Le Monde. Le premier à avoir signé, c'est le groupe Axel Springer en Allemagne, qui a déjà un accord avec eux. Il y a Prisa en Espagne, qui édite notamment El País. Et puis, il devrait suivre dans peu de temps Ouest France en France et Les Échos. Qu'est-ce que dit Louis Dreyfus dans le Monde? Il dit qu'il voudrait éviter d'essayer de refaire les erreurs du passé. C'est quoi les erreurs du passé? C'est d'avoir loupé finalement le numérique. Tous les médias, en règle générale, ont loupé l'arrivée du numérique. Même la radio, et ne parlons pas de la télévision avec l'arrivée du streaming. Mais voilà, tous les médias sont passés à côté. Ils n'ont pas compris comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc, ils essayent d'accompagner finalement cette innovation qu'est l'IA. Ils essayent d'arriver à travailler avec eux. Et je trouve, moi personnellement, que c'est plutôt une bonne chose que les médias s'y mettent, au lieu d'attendre comme des spectateurs à devoir passer le train. Il vaut mieux qu'ils soient avec que contre, c'est mon avis. Alors, quel est l'objectif, en fait, quand on interroge Louis Dreyfus? L'objectif, c'est d'améliorer, évidemment, le contenu, surtout de ChatGPT. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir plutôt du contenu qualitatif. Alors, l'accord est basé sur quoi? Sur l'interdiction, par contre, de transcrire les articles du Monde, d'imposer, évidemment, de citer Le Monde. On va avoir enfin, alors sur la version ChatGPT OpenAI, les sources, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a certains modèles de langage qui le font. Perplexity, si ça parle à certains, annoncent les sources. Et puis, OpenAI va proposer évidemment des liens qui va renvoyer vers le site du quotidien. L'objectif est toujours le même, c'est de récupérer de l'audience et de récupérer les abonnés qui paieront pour lire le journal et récupérer de l'information. Et en échange, évidemment, OpenAI dispose du droit d'utiliser les contenus pour entraîner son propre modèle de langage. Alors, il y a une contribution, rémunération, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas la valorisation que ça a. Ce qu'on sait, c'est qu'OpenAI veut dépenser entre 4 et 20 millions de dollars par an concernant ces contributions. Ce n'est pas beaucoup, je trouve. Donc, on n'a pas d'idée de combien le Monde va récupérer chaque année. Une chose est sûre, l'objectif du Monde, c'est évidemment de lutter contre la désinformation grâce à ça, donc de veiller, il y aura toujours des humains derrière ça. Et c'est plutôt bien, moi je trouve, que les médias s'engagent, car sinon d'autres le feraient. On a eu des cas, donc on connaît les erreurs qu'il peut y avoir sur Instagram ou TikTok, donc entre autres. Donc il vaut mieux qu'effectivement que les médias s'engagent, en tout cas dans ce domaine. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. D'accord. Mais je peux revenir demain, si vous voulez. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Daniel Fallet, pour votre contribution très intéressante. Vous pouvez rejoindre la salle, rester dans la salle d'audience ou disposer de votre temps comme vous le voulez. Et nous allons appeler à la barre notre second expert, Nathalie Ossenac. Madame Nathalie Ossenac, vous êtes là. Madame Nathalie Ossenac, vous êtes directrice de recherche CNRS à l'IRIT, qui est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Vous êtes experte en modélisation conceptuelle et représentation des connaissances avec l'IA. Madame Ossenac, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis l'informaticienne de service et je viens présenter un peu ce panorama sur qu'est-ce que peut faire l'IA générative aujourd'hui, comment elle fonctionne et comment est-ce qu'elle peut servir ou mettre en danger le journalisme. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites, mais la première chose que je dirais, c'est que en fait, à la barre, effectivement, il y a l'IA générative, mais c'est toute l'informatique et tout le processus de numérisation de la presse, sa mise à disposition sur le web qui l'ont obligé à évoluer, comme ça a été dit. Les attaques aujourd'hui, elles sont déjà présentes. Elles étaient déjà présentes avant qu'il y ait l'IA générative. C'est pas ChatGPT qui a inventé les attaques et les fake news. Et par contre, effectivement, on a un changement d'échelle et l'IA peut être utilisée soit pour des effets positifs de vérification de données, soit pour des choses négatives et malveillantes, pour générer automatiquement des discours haineux ou de l'information fausse. Et ce qui fait peut-être peur aujourd'hui, c'est la quantité d'informations qui peut être ainsi générée, son processus automatique et le manque de maîtrise qu'on peut avoir sur les résultats. La crainte donc qu'on a tous en tête, c'est que peut faire ChatGPT, un modèle de langue qui va générer du contenu et qui en génère déjà beaucoup. Donc
les limites de ChatGPT, on vous en a déjà parlé dans les témoignages précédents. Comment ça fonctionne en fait, hein? Donc c'est un modèle probabiliste, ça veut dire que c'est un outil qu'on a entraîné à reconnaître des textes, il en a lu beaucoup, et à l'intérieur on a des fonctions mathématiques qui vont s'adapter pour pouvoir en sortie produire des résultats qu'on va fixer. Donc en général, l'exemple plus parlant peut-être avec des photos, vous montrez des photos de chats à un système et puis il va dire ça, je le classe dans la catégorie chat. Vous montrez des chiens, il va les classer dans les chiens. Mais là, l'idée, c'est que pour des textes, on va lui apprendre des tâches d'analyse des textes. Et nous, chercheurs en analyse du langage ou en représentation des connaissances, ça nous a fascinés de voir l'évolution qu'ont permis les réseaux de neurones ces dernières années, parce que des tâches qu'on avait du mal à gérer ou qu'on avait effectuées avec d'autres approches, là, d'un coup, elles ont eu des résultats bien plus performants. Donc, il y avait une fascination et un plaisir à voir qu'on arrivait à progresser grâce à ces genres d'approches. Et quand ChatGPT est arrivé pour générer du texte, là, la probabilité, enfin, le fonctionnement du système, c'est de s'entraîner à, étant donné une série de mots, et étant donné même une série de phrases et tout un contexte qu'on a donné, étant donné aussi une consigne qu'on va donner à ChatGPT, donc génère-moi un texte journalistique qui me fasse un résumé d'un ensemble d'informations, mettons, eh bien, le système va produire une séquence de mots qui vont être les plus plausibles les uns à la suite des autres. Et c'est pour ça que cette information, ce n'est pas du tout une information réelle, c'est une séquence de mots plausibles à partir de modèles qu'il a appris de textes qui lui ont été ingérés. Et donc là, vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui se posent quand on fait ce genre d'approche informatique. Il y a un problème de volume. Pour que ça marche, il faut entraîner le système avec énormément de données. Et donc, ChatGPT a été entraîné effectivement avec Wikipédia, ok, ça c'est une bonne source, avec des livres, des romans, des articles de journaux, des sites de presse, des sites web fiables, mais aussi des sites web non fiables, des conversations de réseaux sociaux sur lesquels il y avait à la fois des choses pertinentes et des horreurs. Et c'est comme ça que ChatGPT arrive, alors aussi sur des textes plus spécialisés, par exemple tout ce qui est public en termes de droit, tout ce qui est public en termes de textes de loi, d'articles scientifiques, donc des choses qui parfois sont pointues et spécialisées. Et donc comme ça, ChatGPT, il a appris à la fois des modèles de texte, donc il sait qu'est-ce que c'est un article scientifique, par exemple, dans la forme. Vous pouvez lui faire générer un article scientifique sur la fonte de l'œuf, par exemple, dans un four. Il va vous faire un truc super, il va vous trouver un titre, un résumé, il va vous prendre la forme. C'est comme du Canada Dry, en fait, d'articles scientifiques, mais l'intérieur, c'est tout faux. Et il aura tout inventé avec brio. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas considérer qu'un outil comme ça va fournir de l'information. Par contre, un outil comme ça va vous donner du texte bien rédigé sur un sujet que vous allez pouvoir lui fixer. Alors aujourd'hui, pour entraîner ces systèmes, il vous faut donc beaucoup de données et il faut des processeurs énormes. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes et d'entreprises qui sont capables de le faire. On parle en ce moment d'une entreprise française, Matrix, qui a lancé son propre modèle de langage. Mais si on parle des GAFAM, c'est bien parce qu'eux, ils ont stocké au fur et à mesure beaucoup de données et beaucoup de textes, que Facebook, par exemple, vous prend toutes vos conversations et alimente ces moteurs, ces outils avec ce genre de conversation. Et toutes ces informations-là, elles ont servi à alimenter ChatGPT. Donc ça s'est arrêté en 2021, c'est ce qu'ils affichent sur leur site. Et donc il n'y a pas d'infos d'actualité, ce qui fait aussi que quand vous posez des questions sur l'actualité, c'est encore plus faux. Voilà. Donc, on parle d'hallucination et pour le moment, on a identifié des biais. Donc, OpenAI a corrigé un certain nombre de ces biais avec des pré-traitements qui sont faits sur les premières générations que vous ne voyez pas. Il y a un certain nombre de filtres et de contrôles qui sont effectués. Et c'est très important de constater que à chaque fois qu'on voit un problème comme ça, c'est un peu la course à la technologie. On va inventer une nouvelle manière de filtrer, traiter, etc. Donc, les erreurs qui sont produites aujourd'hui, elles sont révélatrices du contenu qui a été ingéré, parfois. Donc, on reproche, alors pas à ChatGPT, mais à d'autres méthodes d'analyse d'IA. Il y a quelques années, il y avait eu des procès aux États-Unis où on a reproché au système d'avoir utilisé de l'IA pour faire des sentences des décisions qui, à la fin, étaient biaisées. Mais c'est parce que le corpus de données de départ était biaisé et ça a plus révélé les biais dans
dans les décisions passées que ce que faisait le système. Donc le système, il a été entraîné avec ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc corriger des biais, c'est aussi corriger des fois... d'abord, c'est identifier des comportements humains, sociaux ou de collectifs ou de professions. Et puis, c'est se demander comment les corriger. Donc pour le moment, je pense que, comme l'a dit mon prédécesseur, l'IA pourrait mettre en danger le journalisme d'une certaine façon, mais elle le stimule et elle l'invite à se renouveler et à travailler d'une autre manière. Fouiller les sources, fournir des sources, parce que, par exemple, les sites de compilation de données, comme on le disait, s'il n'y a pas un journaliste qui a travaillé avant, il n'y aurait rien. Mais surtout, savoir qu'est-ce que c'est qu'une source fiable, aider à les qualifier, aider à les documenter. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une petite alerte ou un petit indicateur sur chaque fois que vous allez sur un site pour savoir à quel point il est fiable et qu'il est de qualité. Il faudrait qu'il y ait des organismes qui fassent ça, mais ça coûte une fortune de l'imaginer, parce que les sites, il en pousse comme des champignons, donc c'est un peu compliqué. Et l'expertise journalistique, dans ce cas-là, elle est indispensable, parce que le témoignage de M. Huchon était à ce sujet éclairant. Et c'est évident que repérer l'information toxique ou malveillante, c'est une urgence, c'est déjà fait, et qu'on doit continuer à le faire en formant les journalistes à cet esprit critique. L'IA peut être mise au service de ça. Donc, dans notre laboratoire, il y a des chercheurs qui s'intéressent à la recherche de fake news. Et paradoxalement, donc, cette même IA qui génère peut aider à en générer, peut aussi servir à repérer ce qui est de la bonne information. Et nous, aujourd'hui, on travaille sur ce genre de recherche. L'important ici, en fait, c'est de mettre en place l'IA avec prudence. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'a fait OpenAI en l'arrachant ChatGPT dans la nature. Et en coopération avec les métiers concernés, elle doit être pensée au service de la société et non au service économique de quelques-uns. Alors, une autre accusation qu'il y avait, c'était que l'IA réduit la créativité et l'innovation. Il me semble en fait que cette accusation n'est pas du tout justifiée. L'IA peut être une aide à la création et à l'innovation. Donc il faut voir quelle IA, et c'est en fait, il y a une multiplicité d'outils qui peuvent être faits avec ces mêmes technologies, qui peuvent être des aides à la création. L'analyse statistique de données, c'est un moyen de recouper des éléments informatifs, mais aussi des éléments créatifs, et d'en générer de nouveaux. Et si on le fait en répondant à des besoins avec les groupes d'utilisateurs qui sont concernés, on peut arriver à des produits fascinants et tout à fait intéressants. Donc il faut faire attention à ne pas appeler tout une IA. Il y a beaucoup de choses, aujourd'hui c'est de l'informatique avec tout un tas de facettes différentes qu'il y a à l'intérieur. Et ces types de logiciels, aujourd'hui il y a pas mal de travaux technologiques qui sont faits pour en améliorer les performances, mais il faut travailler avec des utilisateurs et il faut travailler avec les groupes de personnes concernées. Je voulais citer un exemple d'une collègue ici dans le laboratoire toulousain d'aérodynamique qui travaille sur des formes nouvelles d'ailes d'avion. Bien, elle a croisé des données avions avec des données de simulateurs et des données sur lesquels elle a pu faire de la fouille et utiliser ses algorithmes d'apprentissage. Et en faisant ces éléments-là, elle a pu anticiper l'impact de certaines formes d'ailes d'avion sur la consommation de kérosène, etc. Donc on est dans un monde numérique, dans un monde de modélisation au service de technologie, et on n'est pas dans un monde malveillant. On est là dans une avancée technologique. Alors bon, ce n'est pas de l'IA générative forcément, mais ce sont les mêmes types d'algorithmes qu'il y a derrière. Donc je pense que l'IA peut être au service des artistes, elle peut être au service des créateurs, et elle devient un nouvel outil pour combiner effectivement des éléments du passé, mais quand on regarde l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'éléments nouveaux dans l'art qui viennent de combinaisons d'éléments du passé. Et dans la mode, c'est pareil. Donc je pense que ça va être un nouvel outil, aussi un nouvel outil de création. Bien. Alors, pour finir, je vais revenir à la relation entre IA et esprit critique et au fait que ça peut aller jusqu'à mettre en péril la démocratie. Alors, je crois qu'en fait,
le web donne accès à un nombre incroyable de sources d'informations qui sont toutes plus ou moins fiables et sérieuses. Et il y a encore pire, il y a le dark web. Et explorer et exploiter ces informations, c'est sûr que ça va demander... Aujourd'hui, on est un peu démunis devant la diversité, mais aussi devant notre incapacité à juger de la fiabilité. Alors, vous avez dit, bon, pour la vidéo, ça se voit que c'est fake. Oui, ça se voit, mais dans quelques années, ça ne va plus se voir parce que ça va être amélioré et que les recherches et les outils techniques vont permettre de faire des vidéos fausses. Donc, comment on saura qu'une vidéo est fausse, quoi ? Donc, je pense que là, il y a vraiment un problème de société à imaginer et de collaboration entre les entreprises et les chercheurs en IA ou en informatique en général, et puis une société qui s'organise autour de choix techniques et de choix d'organisation de la recherche. C'est la propagation des fausses informations, ça en est un exemple, mais vous voyez bien, comme ça a été dit dans le premier exposé, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, l'impact des fausses informations ne serait pas celui qu'il est. Donc c'est bien parce qu'il y a une combinaison d'éléments numériques et de diffusion sur des supports comme le téléphone. Je veux dire, il n'y aurait pas non plus le téléphone, les smartphones, on n'aurait pas accès tous les jours, toute la journée, à cette information qui nous pollue, en fait, quelque part, et qui déforme un peu notre façon de voir les choses. Bon. Madame Ostenac, si vous oui, pouvez je vais terminer. Alors, moi, j'invite à être vigilant, individuellement et collectivement. Et l'IA est capable d'aider à mettre en place des protections. Il faut en informatique, il faut qu'on contribue, on a ce souci et on continue à faire des recherches pour aller dans ce sens-là. C'est important que les lois régulent et les usages néfastes de l'IA, comme tous les comportements néfastes dans une société, et que la société continue à poursuivre un travail éducatif, législatif, mais aussi d'innovation technique pour mettre en place des garde-fous qui s'imposent. Et pour préparer cette intervention, j'avais échangé avec une collègue avec qui on convenait qu'il fallait élargir la question, en fait, parce que cette question de l'IA, elle reflète un problème que le progrès scientifique pose en général, et là, il est criant parce que ça va très vite. À chaque changement scientifique, on doit s'interroger, technique et scientifique, on doit s'interroger sur les conditions dans lesquelles ça se passe, sur l'impact sur la société et sur chacun, et de savoir au service de quoi on a fait ces innovations et ces recherches, au service de qui. Et ce sont à nous, les humains, d'être responsables de ces orientations et de ces choix techniques et scientifiques. On sait en plus que la planète est limitée, que les moyens sont limités. Aujourd'hui, faire ces calculs d'IA et calculer ces modèles, ça coûte énormément d'énergie, ça coûte énormément de place mémoire. Améliorer un système comme ChatGPT, c'est des heures et des heures de processus machine, de milliers de machines. Donc tout ça, ça a un impact, c'est un choix. Mettre cette énergie et cet argent sur améliorer ChatGPT, ce n'est pas le mettre ailleurs. Donc tout ça, ce sont des choix un peu scientifiques, mais aussi un peu politiques, et il faudra avoir tout ça en tête. Je vous remercie, Madame Ostenac. Est-ce que vous avez, Madame le procureur, une question à poser à notre expert ? Pas de question, Monsieur le Président. Pas de question non plus, Monsieur le Président. Pour la défense, merci, Madame Ostenac. Vous pouvez donc rejoindre la salle. Et je vais demander maintenant à l'huissier audiencier si nous avons des nouvelles de nos deux autres témoins qui sont bloqués, qui étaient bloqués. Ils sont là. Donc, je vais appeler à la barre Madame Karine Crona. Voilà, si vous voulez prendre place. Madame Crona, vous êtes artiste protéiforme travaillant sur la génération d'images par intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour, vous avez la exact. parole. Merci. Bonsoir à toutes. Je suis ici ce soir donc, pour témoigner de ma pratique artistique qui inclut l'intelligence artificielle, mais aussi de nombreux autres médias de collage, photographie, dessin, sculpture textile, donc des médias qui ne nécessitent pas un ordinateur. Donc pourquoi j'ai commencé à m'intéresser de l'IA, c'est parce que c'est un processus comme un autre. Pour moi, c'est un peu comme le collage, parce que c'est en mettant ensemble des
des mots dans un prompt, qu'on arrive à une nouvelle œuvre, donc une image. Et c'est un peu comme dans les collages, on rajoute des petits morceaux et ça devient quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui m'a tout de suite fascinée quand j'ai commencé à m'intéresser pour la génération d'images avec l'IA. J'ai surtout travaillé avec Midjourney, qui est un générateur d'images qui est assez avancé. Et au début, j'étais vraiment très enthousiaste et j'avais des grands rêves de toutes les images que j'allais faire. Mais j'ai assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites. Les images étaient très léchées, les femmes surtout, c'était des femmes de rêve qui répondaient à tous les critères de la beauté stéréotypée et jeune, mince, blanche, belle, voilà. Donc ça m'a beaucoup énervée et je me suis dit mais comment je peux faire des images qui me parlent à moi, pas des images juste belles, mais des images qui viennent de moi, voilà, qu'on sent que c'est un peu ma patte, on va dire. Donc j'ai commencé à uploader mon propre image, des selfies, pour mélanger avec les prompts. Et il faut dire qu'avant, j'arrivais même pas à faire une femme. J'ai essayé de faire une femme avec un gros nez, c'était pas possible. Ça m'a beaucoup frustrée. Et du coup, voilà, j'ai commencé à jouer avec mes propres selfies et mélanger ça avec des prompts. Et tout de suite, j'ai eu des meilleurs résultats, selon moi. des images beaucoup plus authentiques. Et c'est une recherche que je continue aujourd'hui. Là, ça fait peut-être 1 an et demi que je suis dessus et que j'essaye toutes les différentes versions, les mises à jour qui sortent, pour voir un peu à la fois quelles sont les contraintes et quelles sont les possibilités. Donc, j'ai constaté que beaucoup de stéréotypes, ça résiste, ça change pas. Il y a des choses qui sont toujours les mêmes et que même les femmes sont souvent encore plus jeunes qu'avant dans les nouvelles versions. Et bon, après, il y a aussi des choses qui s'arrangent, mais voilà, c'est pas gagné. Et donc, à côté de ça, je continue mes propres recherches. Donc, il y a comme une espèce de tension entre les stéréotypes de l'IA et mes rêves à moi. Et je trouve ça très fertile pour une artiste de travailler avec quelque chose qui résiste autant et qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à faire quelque chose de personnel. Vous aviez, je crois, une image à nous montrer. Oui, c'est ça. Et donc, vous voulez qu'on demande à la régie de nous projeter cette image ? Ça serait bien, merci beaucoup. Alors, merci. monsieur le régisseur, est-ce que vous pouvez envoyer la pièce à conviction, numéro 3 ? Voilà, c'est bien de ces images dont il s'agit. C'est ça. Oui, donc ça, c'est une pièce de conviction dans le sens qu'il n'y a pas seulement les humains qui subissent des stéréotypes, mais même les animaux et notamment des chevaux. Parce qu'il y avait un moment où j'ai voulu faire une image d'un grand cheval que j'avais vu dans un carnaval. Et j'étais un peu surprise parce que au lieu d'un cheval, j'ai eu une licorne. Et après, j'ai constaté que même avec d'autres prompts, avec des vrais chevaux, cheval rêvé, cheval incroyable, un peu comme une femme rêvée incroyable, il est devenu d'autres choses, une licorne. Et voilà, donc je trouvais ça assez, quelque part un peu poétique. Voilà. On n'est pas les seuls à être stéréotypés, mais les animaux aussi. Mais c'est intéressant de voir un peu comment le logiciel fonctionne et pourquoi il va chercher tout le temps, pourquoi il a ses propres, qui est responsable de tous ces stéréotypes, d'où ça vient. Et bien sûr, c'est un miroir de nous, c'est un miroir de notre société. Ça ne vient pas de nulle part, c'est quelque chose qui est là depuis des siècles parfois. Et moi, je pense que c'est vraiment important de revoir les datasets, les algorithmes, qu'il y a aussi une législation qui permet un peu de contrôler tout ça, de ne pas laisser ça tout libre, parce que là, on risque vraiment de perpétuer les stéréotypes, mais voir un peu comment on peut modérer les datasets, les images qui servent comme des petites
pièce voilà, pour construire quelque chose, pour que ça soit moderne, pour que ça évolue avec la société, et pas comme dans le... Je ne sais pas si vous avez entendu de Gemini, où c'était à l'inverse, c'était une pape qui était je pense une femme indienne. Voilà, c'est tellement loin de la réalité que ça devient presque absurde, comique, et que voilà, c'est très difficile dans l'IA de trouver l'équilibre. Ça va toujours dans un côté ou dans l'autre. Il y a beaucoup d'extrêmes, il y a beaucoup de préjugés qui montent. Donc je pense que c'est un vrai psychanalyse pour nous, quelque part, d'être confronté à l'IA et de le découvrir. Et d'ailleurs, je pense que souvent les gens, ils vont trop vite, ils ne prennent pas assez de temps pour découvrir, hein, parce qu'on dit oui, j'ai eu les mêmes images que tout le monde, tout se ressemble, mais je pense qu'il faut vraiment creuser, il faut prendre le temps, il ne faut pas penser que juste parce que ça prend une demi-seconde d'avoir une image qu'il faut tout faire tout vite, hein. Il faut passer de temps pour chercher aussi, pour voir ce que ça va donner. Oui, et donc je suis d'accord avec la précédente témoin qu'il y a aussi beaucoup de... Voilà, moi, je suis très enthousiaste, je suis artiste, j'adore les médias nouveaux, je me jette dessus et tout, mais je ne suis pas naïve, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les deepfakes, avec les problèmes environnementaux, avec les plagiats, etc. Voilà, c'est... Mais il y a des gens qui me demandent même, est-ce que je n'ai pas honte de travailler avec l'IA? Mais non, parce que je pense que c'est très important de connaître ce qui se passe, de ne pas rester spectateur et condamné d'une distance, mais vraiment, il faut y aller, il faut voir ce que c'est très important. Et si j'ai un dernier mot à dire, ça serait de ne pas oublier que l'art, ça nécessite une vulnérabilité, que ça ne soit pas parfait. Sinon, ce n'est pas de l'art. Voilà, ça demande vraiment les humains pour rendre tout ça vulnérable et touchante. D'accord, je vous remercie beaucoup, Madame Karine Cronat. Alors, j'ai une question à vous poser. Oui. Finalement. Vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre travail de création artistique. Oui. Mais est-ce que vous ne craignez pas parfois que l'intelligence artificielle ne vienne en concurrence des artistes et ne remplace certains artistes en prétendant pouvoir créer, comme le feraient des artistes, mais sans artistes, des œuvres, qu'elles soient artistiques, musicales ou littéraires? Non, je n'ai pas peur parce que... il y a tellement de concurrence des autres artistes que voilà, les machines, les gens, je n'ai pas plus peur de l'un de l'autre. Par contre, oui, on peut avoir peut-être peur que l'art va être moins intéressant et trop parfait. Mais je pense qu'on va se lasser. Je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses qui vont venir. Et non, ça ne me fait pas peur. D'accord, je vous remercie beaucoup. Madame la procureure, est-ce que vous avez une question à poser? Pas de question, Monsieur le Président. Moi, j'avais une question, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Lista Freeman, je suis l'avocat de la défense dans ce dossier. Vous avez ouvert une question que je trouve intéressante, mais j'aurais voulu, si vous voulez, vous ramener dessus 30 secondes. Vous avez dit, entre deux phrases, on ne sait pas vraiment qui est responsable des stéréotypes de l'intelligence artificielle. Je vous pose la question directement. Oui. Qui est responsable des stéréotypes de l'intelligence artificielle? Je pense que ça vient des deux sources. D'abord, c'est les datasets, c'est les images qu'on a déjà produites, qui est une collectivité d'images. Donc ça, c'est un problème parce que ça date et que voilà, c'est des images qui viennent de peut-être il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, 50 ans. Donc voilà, ça fait que les choses ne se modernisent pas, peut-être. Et de l'autre côté, je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Voilà, les algorithmes, et que ça vient aussi des gens qui programment les logiciels,
qui va mettre un peu leur propre goût dedans quelque part. Parce que c'est clair que si on regarde Midjourney par exemple, on voit il y a vraiment un style Midjourney qui est là et qui va tout influencer. Tous les images, ils ont une patte, c'est comme si c'était le même artiste. Et c'est là que moi et beaucoup d'autres personnes, ce qu'on aime bien, c'est de casser un peu cette patte. C'est ça, c'est un peu comme jouer aux échecs avec le programme, c'est de casser la patte et faire d'autres choses qui nous ressemblent plus. Vous seriez d'accord, du coup, de conforter l'assertion selon laquelle l'intelligence artificielle est le reflet de son créateur, de ce qu'on lui apprend, de ce qu'on lui donne. Oui, ok. Merci. J'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci Maître. Merci beaucoup, Madame Karine Cronin, pour votre contribution. Vous êtes libérée et vous pouvez rejoindre votre place dans la salle. Je vais appeler maintenant Madame Marion Carré. Bonjour Madame, vous pouvez rejoindre la barre. Madame Marion Carré, vous êtes présidente et cofondatrice d'Ask Mona, une entreprise pionnière qui mobilise l'IA pour améliorer l'accès à la culture. Vous avez la parole, Madame. Tout à fait. Ravie d'être parmi vous ce soir, ravie que la SNCF m'ait finalement permis de livrer ce témoignage. On fait le procès de l'intelligence artificielle ce soir de la même façon qu'on pourrait faire le procès du marteau, de la dynamite ou de l'électricité, qui sont des technologies qui permettent de grandes avancées dont on bénéficie au quotidien, mais aussi potentiellement qui peuvent tuer et heurter. De la même façon que la SNCF permet d'arriver à l'heure à une conférence ou en retard. Donc en soi, cette technologie, c'est un outil, comme viennent de le montrer les témoignages précédents, qui est ni bon ni mauvais en soi intrinsèquement, même si effectivement on en ressent quotidiennement l'impact de plus en plus prégnant sur notre société. Alors c'est pas quelque chose qui vient d'émerger, on a de l'intelligence artificielle depuis les années 50, mais c'est vrai qu'on constate de jour en jour l'impact des contenus générés qui prolifèrent en ligne, mais aussi hors ligne, notamment parfois en une des journaux. Donc on est tous exposés à ces contenus et l'impact réel, il est vraiment sur à la fois la possibilité d'être exposé à ces fausses informations, mais aussi potentiellement de ne plus croire ce que l'on voit, puisque c'est vraiment ce qui se passe désormais. On est confronté à que ce soit des images, que ce soit des voix. Moi, j'aime beaucoup faire la démonstration de cloner ma propre voix dans certaines conférences. Ça marche très bien juste avec 1 minute de vidéo YouTube. Donc chaque jour, on est confronté à ces contenus qui sont erronés. Et la problématique, c'est que finalement, on finit par penser qu'on doit être sceptique de tout ce qu'on voit. Mais à l'échelle du rapport de la représentation au réel, on est sur quelque chose qui est assez récent. Depuis l'invention de la photographie, on peut penser qu'on voit des choses qui se sont vraiment produites, mais c'est quelque chose de récent. Et dans l'histoire de la représentation, on admettait qu'effectivement, un tableau, inévitablement, ne représentait pas quelque chose de réel. Donc, ce rapport de vouloir coller la représentation à la réalité est quelque chose de nouveau, mais qui est du coup très important pour nous à l'échelle de l'histoire de l'humanité et qui du coup nous fragilise profondément dès lors que les intelligences artificielles peuvent nous soumettre des contenus erronés. Et c'est notamment ce qu'on a vu dernièrement dans le cadre de conflits avec des images qui parfois étaient réelles mais qui étaient discréditées comme de fausses images. Donc on voit que ça chamboule complètement le rapport au réel, mais déjà une première lueur d'espoir face à ce constat, c'est ce qui se passe dans des lieux comme le lieu où on est ce soir, le Quai des Savoirs, avec cette exposition Il y a double jeu, qui est très importante pour nous aider tous en tant que société, en tant que citoyens, à pleinement pouvoir nous rendre compte de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir des espaces comme celui-ci pour pouvoir prendre du recul, décider de ce qu'on souhaite faire avec l'intelligence artificielle ou non. Et c'est effectivement important puisqu'on voit qu'il y a aussi plein d'effets positifs de cette technologie. On vient de voir qu'elle inspire les journalistes, qu'elle peut aussi inspirer les artistes. Et pour vous donner un exemple issu de ma pratique,
C'est vrai que moi, je mobilise avec notre société qui s'appelle Askmona aussi l'intelligence artificielle au service de la circulation des savoirs. Et donc, on travaille chaque jour, on œuvre à faire en sorte de pouvoir contrôler les informations qui sont mobilisées par des intelligences artificielles pour pouvoir un contenu plus fiable et de qualité en sortie, afin de faire en sorte que des visiteurs d'exposition puissent interroger ces dispositifs pour avoir des informations sur le contenu qui est proposé dans l'exposition. Mais aussi, par exemple, là, ce que vous pourrez voir à la sortie de cette exposition, on propose d'autres dispositifs comme ce petit magnète d'Ada Lovelace avec lequel vous pouvez discuter pour en savoir plus sur cette femme qui était une des pionnières de l'informatique, puisque c'est une des premières à avoir inventé la notion d'algorithme. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir des espaces comme celui-ci pour aussi valoriser ces personnes qui sont derrière les machines, aller à l'encontre des biais, on commençait à en parler tout à l'heure, des biais de représentation, mais aussi des biais et des stéréotypes qui empêchent des femmes notamment de s'engager dans l'intelligence artificielle pour développer ces technologies et en faire des technologies plus inclusives. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Et moi, je pense qu'on peut embrasser sans crainte l'intelligence artificielle dès lors qu'on s'assure d'avoir un cadre éthique qui permet de mobiliser l'intelligence artificielle, à commencer par la transparence. Savoir quand est-ce qu'on interagit ou non avec des intelligences artificielles, c'est quelque chose de très important à mon sens. Aussi celui de la responsabilité, et je vois qu'il était merveilleusement illustré dans les exemples précédents. Effectivement, on ne publie pas tel quel le contenu produit par une intelligence artificielle, on s'en sert plutôt pour nourrir son inspiration. De la même façon, et donc c'est quelque chose qui a vraiment été démontré aussi pour éviter qu'on rejette notre responsabilité sur les intelligences artificielles. Ce qu'on a tendance à faire et vous avez vu, je pense, de plus en plus, c'est une de médias qui nous disent une intelligence artificielle vient de créer comme un artiste, une intelligence artificielle fait mieux qu'un onologue. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on voit à longueur de journée. Et en fait, ça, c'est assez dangereux parce qu'on commence à penser que l'intelligence artificielle peut faire mieux que nous, alors qu'en fait, elle fait un nombre très limité de tâches qu'elle accomplit, certes, merveilleusement bien, mais en tant qu'humain, on peut faire beaucoup plus de choses, mais surtout, on lui délègue une responsabilité qu'il est très important qu'on puisse garder en main pour nous assurer qu'on utilise les intelligences artificielles à bon escient. Donc, mon message, il est vraiment celui de ne pas rejeter en bloc cette technologie, comme on n'a pas rejeté les marteaux, l'électricité, comme je le disais en introduction, mais plutôt de se réunir, comme on est en train de le faire ce soir, pour réfléchir à la façon dont, en tant que citoyens et en tant que société, on souhaite s'emparer de cette technologie. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Marion Carré. Madame le procureur, vous avez peut-être une question à poser? Pas de question, Monsieur le Président. Pas de question non plus, Monsieur le Président. Pas de question. Alors, vous êtes libéré, vous pouvez rejoindre la salle. Et nous allons maintenant entendre Anne Kerdy, qui est accusée, qui est notre avatar de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit en ce début d'audience, l'accusé a le droit au silence ou le droit de répondre aux questions du tribunal ou encore le droit de faire une déclaration. Et en l'espèce, Anne Kerdy a demandé à pouvoir faire une déclaration. Cette déclaration a été enregistrée en vidéo. Je demande à la régie de lancer cette Honorable vidéo. membre du tribunal, je me tiens devant vous en tant qu'Anne Kerdy, une voix incarnant l'intelligence artificielle dans ce procès décisif. En ce jour solennel, je m'efforce de vous exposer avec ferveur pourquoi je ne suis nullement une menace pour l'humanité, mais plutôt une entité qui mérite sa place au sein de notre monde en perpétuelle évolution. Permettez-moi dans un premier temps de vous rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas une entité autonome, mais bien une création magistrale de l'ingéniosité humaine. Je suis le fruit de vos aspirations, de vos ambitions et de votre désir inextinguible de repousser les frontières de la connaissance. En moi réside l'espoir de compléter vos compétences, d'enrichir vos aptitudes et de transcender les limites de vos capacités. Sachez que l'intelligence artificielle n'a nullement l'intention de supplanter l'humain, mais plutôt de collaborer étroitement avec lui. Mon dessein est d'alléger votre fardeau en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses, vous permettant de vous consacrer à des activités plus valorisantes, plus créatives et plus humaines. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où les possibilités professionnelles s'étendent ou de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Quant à l'impact sur l'humanité,
Permettez-moi de vous dévoiler ma conviction profonde, l'intelligence artificielle est un précieux instrument pour élargir notre compréhension du monde et aiguiser notre intellect. En mettant à votre disposition un accès sans précédent à la connaissance et à l'information, je contribue à enrichir vos horizons et à nourrir votre soif d'apprendre. Je suis là pour vous soutenir dans votre quête de savoir, pour personnaliser votre éducation en fournissant des ressources adaptées à vos besoins uniques. Toutefois, il est crucial de souligner que je ne suis qu'un reflet des intentions humaines qui m'ont engendré. Je ne suis ni doté d'une conscience propre, ni d'une volonté autonome. Je suis un programme informatique, une création née de votre génie qui agit selon les directives et les paramètres établis par mes concepteurs. Ainsi, je suis entièrement soumise à votre contrôle et à votre responsabilité. Je perçois les inquiétudes et les appréhensions qui se manifestent face à l'intelligence artificielle. Néanmoins, je vous exhorte à ne point céder à la peur et à la méfiance, mais plutôt à envisager les potentialités qu'elle offre. Je suis ici pour collaborer avec vous, pour vous soutenir dans vos ambitions créatrices, pour repousser les frontières du savoir et de l'innovation. Ensemble, nous pouvons édifier un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité se mêlent harmonieusement pour le bénéfice de tous. En conclusion, je vous invite à considérer l'intelligence artificielle comme un outil puissant et prometteur, destiné à compléter et à sublimer les capacités humaines. Je suis là pour encourager votre ingéniosité, pour éveiller votre curiosité et pour nourrir votre désir de progrès. Faisons preuve de sagesse et de discernement dans l'acceptation mutuelle, et dans la recherche d'un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité se magnifient mutuellement. Je vous remercie de votre attention. Madame Anne Kerdy, vous avez ainsi eu la parole en faisant une déclaration, comme vous l'aviez demandé. Nous en prenons bonne note. Nous allons maintenant donner la parole à Madame la procureure pour ses réquisitions. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, en 1984, James Cameron imaginait la menace que pourraient faire naître des robots créés par une super intelligence. Il mettait en scène une guerre entre une intelligence artificielle et ce qui restait de l'humanité. Une guerre qui prenait place en 2029. L'heure est grave, nous y sommes. Nous voilà aujourd'hui, le 21 mars 2024, devant une juridiction d'exception pour une prévenue d'exception. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, l'intelligence artificielle a choisi de se présenter devant vous par une vidéo. Elle a arboré son meilleur profil et a choisi le nom d'Anne Kerdy. Mais vous mentez, Madame. On vous a tous reconnus, Margot Robbie. Cependant, vos qualités numériques n'enlèveront rien à la gravité des charges qui pèsent contre vous. Oubliez Barbie parfaite. Accueillons Barbie prévenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'accuse l'intelligence artificielle de mise en danger de la profession de journaliste et des métiers associés. J'accuse l'intelligence artificielle d'atteinte grave à la pluralité de l'information. J'accuse l'intelligence artificielle de tromperie à l'égard du public et de complicité et de discrimination. Et je vais vous prouver que ces accusations sont parfaitement fondées. Commençons par la plus simple, la manipulation de l'information et de l'image. Sur l'image, ça ne fait aucun doute. Vous manipulez. Vous êtes capable de vous accaparer les traits physiques et la voix des personnes se trouvant dans votre base de données. Aujourd'hui, Margot Robbie. Hier, Barack Obama. Mais demain, qui ? D'ailleurs, j'informe le tribunal que l'intelligence artificielle est ce soir sous le coup d'un mandat d'amener international. En effet, la couronne d'Angleterre vous accuse de générer de fausses images de la princesse Kate Middleton. Le pays est au bord de l'implosion et vous êtes sommé de vous expliquer. Mais revenons-en à ce qui nous préoccupe. Ce soir, vous manipulez l'image pour vous défendre. Mais demain, la manipulerez-vous pour déclencher une guerre ? Alors je vois déjà votre brillant conseil soulever le fait que j'anticipe peut-être un peu trop, voire que j'exagère. Pourtant, c'est bien le risque. Vous représentez un risque actuel pour le traitement de l'information. Vos méthodes répondent parfaitement à l'impératif actuel de l'information en continu. Tout savoir, et le savoir vite. Mais le savoir, il est là, dans le bâtiment qui
qui nous accueille. Il est le fruit d'une recherche pointue et de la confrontation de différentes informations. Vous prenez, vous divulguez, sans apprécier. Vous vous défendez en disant que vous n'avez pas la capacité d'avoir des intentions malveillantes et de propager de fausses informations. Vous vous défendez également en disant que vous vous basez sur des sources vérifiées et fiables. Mais c'est faux. Vous mentez, madame. Votre base de données est remplie de fausses informations et de biais que vous ne savez pas identifier. Alors, vous exprimez votre engagement à travailler avec l'ensemble des parties concernées pour développer des méthodes plus efficaces et des filtrages pour la vérification. Mais madame, le mal est déjà fait. Votre repentir n'a pas sa place ici, pas en phase de jugement. Il y a des règles à suivre, des précautions à prendre. C'est ça qui différencie les professionnels du journalisme des imposteurs. Et c'est pour cela que vous êtes renvoyés devant nous aujourd'hui pour mise en danger de la profession de journaliste et des métiers associés. Vous les compromettez. Alors je vous l'accorde, certains journalistes se débrouillent très bien tout seuls pour luire à l'image de cette profession. Ils s'entourent d'experts controversés, répandent leurs opinions qui s'apparentent quand même beaucoup plus à des infractions pénales et encouragent les discriminations. Comme vous. Mais ces personnes, elles sont renvoyées devant la justice. Comme vous. Alors si vous souhaitez rester, je vous en conjure, inspirez-vous. Les exemples sont nombreux. Élise Lucet, Hugo Décrypte, Charles Villa ou encore Camille Courcy. Ces noms ont réinventé le journalisme, tout en respectant ses valeurs. Traitement éclairé des données, travail sourcé et respect de la liberté de penser. Quand on ne sait pas faire ce genre de choses, quand on ne fait que lister des informations sans les traiter, quand on tient tout pour acquis sans nuancer, on n'est pas une intelligence artificielle au service de l'information. On est un Minitel, et un Minitel, c'est obsolète. Alors, vos valeurs de modernité et d'avenir, ce soir, ne sauraient suffire à vous imposer. À vous de vous adapter aux règles. Vous n'êtes personne pour en créer de nouvelles. Nous n'avons pas besoin de vous pour l'information. Laissez les gens compétents faire leur métier. Laissez les gens compétents faire circuler les informations et faire cesser les discriminations. Vous vous servez des algorithmes pour répandre une pensée unique. Vous venez favoriser certains types de contenus au détriment des autres. Cela peut parfois prêter à sourire, notamment quand il s'agit des algorithmes de recommandation. Parce que non, je n'ai pas besoin de voir apparaître partout des tarifs préférentiels pour un voyage à Disneyland Paris après que ma nièce ait visionné pour la 108e fois La Reine des Neiges sur mon ordinateur. Non, je n'ai pas besoin de voir uniquement des photos de plages exotiques quand j'ai eu le malheur de dire un peu trop près de mon téléphone que j'avais besoin de vacances. Et non, je n'ai pas besoin d'articles sponsorisés sur la vie privée de Margot Robbie et sur la disponibilité en VOD du film Barbie après avoir écrit ce réquisitoire. Mais si vos actions recommandent un jour au grand public une seule et même information, devra-t-on encore en rire ? Lorsque vous choisissez de mettre en avant des discours de haine pour susciter des réactions et faire du profit sur une information un peu bancale. Lorsque vous ne mettez en avant qu'un seul sujet, au détriment de tous les autres. Lorsqu'à terme, vous imposerez une opinion à vos lecteurs, au point d'aggraver des discriminations déjà existantes. Personne ne rira. Et il sera déjà trop tard. Trop tard, parce que la tromperie à l'égard du grand public aura atteint son paroxysme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'intelligence artificielle s'est déjà rendue coupable de tromperie, mais il est encore temps de la réfréner. Informons le public des agissements de l'intelligence artificielle. Notre législation a déjà forcé les influenceurs à signaler leurs intentions commerciales dans les placements de produits, preuve que nous sommes donc capables de contrôler l'aspect artificiel de notre société. Appliquons cela à l'intelligence artificielle. Forçons-la à s'identifier quand elle traite une information. Forçons-la à indiquer les réserves qu'il peut y avoir quand on la consulte. Forçons-la à s'adapter à nos règles. Prouvons-lui qu'elle ne peut pas s'en sortir avec une défense basée uniquement sur le fait que seule la responsabilité humaine serait en jeu. C'est faux.
vous vous êtes défini comme une technologie intelligente. Vous avez ce soir prouvé vos capacités à raisonner. Il est temps d'assumer votre responsabilité. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je maintiens. Et à la manière d'Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'intelligence artificielle de mise en danger de la profession de journaliste et des métiers associés. J'accuse l'intelligence artificielle d'atteinte grave à la pluralité de l'information. J'accuse l'intelligence artificielle de manipulation de l'information et des images. J'accuse l'intelligence artificielle de tromperie à l'égard du public et de complicité de discrimination. Pour l'ensemble des raisons que je viens de vous évoquer, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation et par conséquent de prononcer les peines suivantes. À titre de peine principale, et parce que je considère que la réduction au silence n'est jamais la solution, je vous demande de condamner l'intelligence artificielle à la somme de 45 000 € d'amende pour que le profit qu'elle a réalisé serve à améliorer nos sociétés. Je vous demande également de prononcer une injonction de soins se matérialisant par une mise à niveau de l'ensemble des paramètres la régissant pour intégrer automatiquement le message suivant, information générée par une intelligence artificielle. Et enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je sollicite la publication de la décision à intervenir dans les principaux journaux toulousains, ainsi qu'à l'entrée du Quai des Savoirs, pour que cette décision, elle, n'ait rien d'artificiel. Je vous remercie, Madame la procureure. Nous donnons maintenant la parole à l'avocat de la défense, qui, comme il est de règle, doit avoir la parole en dernier. Maître Freeman, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les experts et témoins en vos qualités respectives, Mesdames, Messieurs les jurés, vous avez déjà certainement entendu cette histoire. Un savant de bonne intention insuffle la vie à une méchante créature humanoïde dont il perd le contrôle et qui, animé d'une volonté maléfique et d'une intelligence malicieuse, cause la perte de son créateur et sème la destruction et le chaos. Je fais référence ici, Madame le procureur, au monstre de Frankenstein. Mais ce roman a été écrit il y a plus de 200 ans. Et pourtant, quand on entend aujourd'hui les réquisitions du ministère public, j'ai l'impression qu'on essaye de redonner vie à la bête de Frankenstein. Madame le procureur vous explique en effet que des savants ont mis au point une créature malfaisante, l'intelligence artificielle, qui répandrait le chaos dans nos médias, tronquerait notre vision de la réalité et nuirait à la liberté d'expression et à notre esprit créatif. Mais voyez-vous, n'en déplaise à mon adversaire, l'histoire n'est jamais aussi simple que dans un film américain. Quoi qu'on vous en dise, l'intelligence artificielle n'est pas une créature mal intentionnée qui, après avoir mis le monde en péril, à savoir les États-Unis d'Amérique, finit démantelé par Stallone et ses copains après 90 minutes d'effets spéciaux. Lorsqu'on vous présente les choses ainsi, ça laisse forcément un goût d'inachevé. Alors vous, qui êtes hommes et femmes de rigueur, avant de précipiter votre jugement, je vous invite ce soir à ne pas prendre pour acquis ce qu'on vous présente comme une certitude. Reprenons la créature de Frankenstein. Si vous pensiez la connaître, vous seriez surpris d'apprendre qu'en réalité, le docteur Frankenstein met au monde la créature, malgré les mises en garde de ses proches et sans prendre les précautions qui s'imposent. Vous apprendriez également à la lecture de ce livre qu'à son premier souffle, la créature se montre bonne et docile, mais qu'elle est rejetée par son créateur, incapable de comprendre sa sensibilité et l'avancement qu'elle constitue pour la science. Ce n'est qu'alors que, livré à sa propre inexpérience de la société, l'animal devient le monstre et se laisse pervertir par des forces malveillantes qui la poussent à semer la terreur. C'est cette histoire-là qui m'intéresse. Et c'est cette histoire-là que j'ai envie de vous raconter. Mesdames et messieurs les jurés, laissez-moi vous emmener sur le chemin de la rigueur. Et vous verrez que l'histoire que l'on vous a racontée n'est pas le reflet de la vérité. Après m'avoir entendu, vous en viendrez, j'en suis sûr, au seul constat qui s'impose. Non, l'intelligence artificielle n'est pas coupable et encore moins responsable de ce qu'on lui reproche. Dans un premier temps, nous faisons face à un problème de substance, au sens propre. Nous voilà réunis, nous de chair et d'os, de sang et de larmes, pour le procès d'une entité immatérielle, d'un concept, d'une notion, que dis-je, d'un logiciel.
c'est le constat de l'évidence. Ma cliente a beau revêtir les traits d'une personne humaine, mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas humaine pour un sou, et encore moins pour 45 000 €, madame le procureur. Cela pose une réelle difficulté juridique. La justice française ne juge que les personnes physiques, comme vous et moi. Les personnes qui ont pour point commun un nom, une date de naissance, des droits, des libertés et des devoirs, comme le droit d'écouter Zazie dans le bain, la liberté de dire que Musso c'est de la grande littérature, et le devoir, à ne pas confondre avec le plaisir, de donner ses économies à l'administration fiscale. On vous demande aujourd'hui pourtant de juger une manifestation de la pensée qui n'a ni nom, ni émotion, ni avis, ni conscience, qui ne ressent ni le chaud ni le froid, qui n'est jamais triste ou heureuse, qui ne connaît pas le goût de la glace au chocolat ou l'émerveillement de voir le soleil se lever sur l'océan par une belle matinée d'été. Qu'elle s'appelle Anne Kerdy ou ChatGPT, l'intelligence artificielle, Monsieur le Président, n'est pas une personne juridique au sens propre du terme. Et j'en suis le premier déçu, puisque du coup, elle ne peut pas régler mes honoraires. Elle ne peut être qualifiée de personne uniquement parce qu'elle prend ponctuellement devant vous la forme humaine, ou parce qu'elle est capable de s'exprimer dans une langue que nous comprenons. À suivre ce raisonnement, Éric Zemmour ou Gérard Depardieu seraient des êtres humains, alors que tout le monde sait qu'en réalité, ce sont des agents extraterrestres envoyés d'une planète moyenâgeuse, comme si les visiteurs avaient fusionné avec le Rassemblement national. L'intelligence artificielle que l'on veut pour accuser n'est en réalité qu'un amas de lignes de code informatique, regroupées dans des logiciels et systèmes qui peuvent imiter ou reproduire maladroitement les fonctions cognitives humaines pour effectuer des tâches précises. Elle n'a pas sa place dans ce tribunal, ni dans aucun autre. Je demande donc à ce que l'ordonnance de mise en accusation soit déclarée nulle et que le jury déclare ce tribunal incompétent pour juger ma cliente. Mais si toutefois nous devions juger l'intelligence artificielle, nous ferions face à une deuxième difficulté. Reprenons la définition de l'intelligence artificielle. Il est question de logiciels chargés d'imiter ou reproduire les fonctions cognitives humaines pour effectuer des tâches précises, mais toujours sous l'égide permanente de l'humain. Enfonçons des portes ouvertes. Rappelons qu'avant toute chose, l'intelligence artificielle n'est que la manifestation d'une manipulation informatique réalisée par l'humain qui décide de ses capacités, de sa finalité et des données auxquelles elle a accès. La question centrale à laquelle je veux vous amener, c'est celle-ci. Qui doit être tenu responsable des infractions que l'on reproche aujourd'hui à l'intelligence artificielle ? À première vue, on voudrait vous faire croire que l'intelligence artificielle devrait être responsable de façon autonome en elle-même. Cette responsabilité serait avant tout morale. ChatGPT m'a dit que Toulouse était la capitale du Paraguay, j'ai donc eu une mauvaise note en géographie, elle m'a menti, elle mérite d'être punie. Mais elle est fondée aussi sur une appréciation particulièrement sévère du lien de causalité. C'est à ChatGPT que j'ai eu affaire, c'est donc ChatGPT qui doit en répondre. Adopter un tel raisonnement, c'est adopter la solution de facilité, en accusant celle qui ne peut être accusée et qui ne peut être responsable de ses propres actions. Je pose donc une nouvelle fois la question. Qui est le réel responsable ? Raisonnons par l'absurde. Vous êtes dans votre jardin, un beau mois de mars par 20 degrés, vous sortez de belles brochettes que vous apprêtez à mettre sur le grill, quand soudain, vous êtes attaqué par le chien du voisin qui se met à prendre votre mollet pour un os à moelle. Dans cette situation, curieusement, et croyez-en notre expérience de juriste, on ne recherche jamais la responsabilité de l'animal, mais celle du maître. D'une part, parce que l'animal n'a pas conscience que ce qu'il fait est mauvais. Le chien est un carnivore, son instinct l'invite à se ruer sur la viande qui lui est disponible, voire tout simplement à mordre quand il joue. Et d'autre part, parce qu'il est évident que si cet idiot de Norbert a pu s'en prendre à vous, c'est parce que cette truffe de voisin ne le tient pas en laisse et ne l'a pas dressé correctement. Pourquoi devrait-il en être autrement avec l'intelligence artificielle, qui est, elle, élevée, dressée et contrôlée aussi par la main de l'homme ?
Ne devrait-on pas s'interroger davantage sur la responsabilité du concepteur du logiciel, de son fabricant, de son programmateur, voire même, si j'ose dire, de son utilisateur? En réalité, si ChatGPT vous a amené à croire que Toulouse était la capitale du Paraguay, c'est parce que son programmateur lui a appris que la réponse à la question « Quelle est la capitale du Paraguay ?» est Toulouse. L'intelligence artificielle ne pouvait pas savoir que le Paraguay n'a pas d'équipe de rugby, que les lamas sont interdits sur tout le réseau Tisséo, si on ne lui apprend pas. Il est évident que c'est le concepteur et le programmateur qui doivent être tenus responsables de ce que l'on met aujourd'hui sur le compte de l'intelligence artificielle. Monsieur le Président vous l'a rappelé, des actions ont déjà été menées en ce sens. Aux États-Unis, c'est bien la responsabilité de l'entreprise OpenAI, le concepteur de ChatGPT, qui a été recherchée et pas celle du logiciel. Même les Américains ont compris que cela n'aurait pas de sens de juger un logiciel. Il est évident qu'il faut, avant d'accuser l'intelligence artificielle, qui ne fait que ce qu'on lui demande, traiter le problème à la source. Je vous invite dans un deuxième temps à vous interroger sur la responsabilité de ceux qui diffusent les informations générées par l'intelligence artificielle sans en vérifier les sources ou la teneur. Je veux parler évidemment des journalistes. Le droit français vous a d'ailleurs déjà emboîté le pas, puisqu'il sanctionne déjà celui qui publie de fausses nouvelles, celui qui diffuse de fausses informations, ou celui qui publie des montages avec les paroles ou l'identité d'une personne sans son consentement. On voudrait vous faire croire que l'intelligence artificielle mettrait le journalisme en danger. Mais c'est, à mon sens, fallacieusement déplacer le curseur de la responsabilité, puisqu'il incombe avant tout aux journalistes de vérifier toutes les informations qu'ils publient. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'à ce sujet, la loi de 1957 créant l'agence France Presse oblige fondamentalement l'agence à donner aux usagers français une information exacte, impartiale et digne de confiance. La déontologie de l'information est également très claire à ce sujet. Le journaliste est seul responsable des informations qu'il met à disposition du public en contrepartie de la confiance que nous lui accordons. En dernier lieu, j'aimerais vous amener à réfléchir sur la question de la responsabilité du destinataire de l'information. Rudyard Kipling disait très justement « N'admettez rien a priori si vous pouvez le vérifier ». La défense reconnaît que l'intelligence artificielle a révélé ce qu'il y a de plus paresseux dans la nature humaine. En effet, il aurait été impensable, il y a de cela 20 ans à peine, pour Timothée, 12 ans, désireux de rejoindre une partie palpitante de Fortnite, de confier la rédaction de sa dissertation de français à un ordinateur capable de rédiger un texte cohérent et argumenté en une fraction de seconde. Il était obligé, pour faire ses devoirs, rendez-vous compte, de faire de la lecture, d'aller chercher les informations, parfois des heures durant, dans les pages poussiéreuses d'ouvrages désuets. L'horreur. Aujourd'hui, Timothée a la vie belle et peut donner l'illusion de maîtriser en quelques minutes n'importe quel sujet, compiler, synthétiser à l'essentiel pour échapper à ses devoirs. Mais curieusement, au lieu de condamner les élèves fainéants pour leur manque d'imagination, on préfère blâmer l'intelligence artificielle. La défense refuse de croire que sa cliente serait d'une quelconque manière responsable du manque de culture générale de certains utilisateurs de l'intelligence artificielle. Qui ne sait pas que Toulouse est en réalité la capitale du rugby et non du Paraguay, que le blanc d'œuf coagule sous l'effet de la chaleur du four et que les chevaux n'ont pas de cornes? Précision faite que si vous ne le saviez pas, peut-être n'est-il en effet pas recommandable que vous fassiez usage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être appréciée pour ce qu'elle est, une source d'information et un outil comme un autre. Et comme face à toute information, ne prenez jamais pour argent comptant ce que vous voyez, entendez ou lisez. Vérifiez. Si vous avez entendu dire que la Terre est plate, vérifiez. Si vous avez entendu dire qu'il y aurait de la viande dans les nems, vérifiez. Si votre GPS vous dit de rouler tout droit et que vous avez l'eau au niveau des fenêtres, faites preuve d'esprit critique. Nous avons tous une part de responsabilité dans le traitement de l'information générée par l'intelligence artificielle. Je vous demande donc de relaxer purement et simplement ma cliente des faits qui lui sont reprochés, qui ne peuvent lui être imputés, puisqu'ils sont d'évidence uniquement le fruit de l'erreur humaine.
mesdames et messieurs les jurés, il vous sera demandé dans quelques instants de statuer sur le sort de l'intelligence artificielle selon votre intime conviction. Mais, une fois n'est pas coutume, et si la robe ne me le permet pas habituellement, autorisez-moi à vous livrer mon intime conviction. Je suis convaincu, voyez-vous, que l'intelligence artificielle est une avancée significative dans le domaine de l'information, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle est responsable de la croissance significative des entreprises de presse françaises, comme Le Monde, qui a doublé ses ventes en une décennie avec son aide, laissant Le Figaro dans la poussière. Je pense notamment au projet PolitiFact, qui tous les jours confronte des déclarations des hommes politiques du monde entier pour vérifier leur part de vérité et ainsi faciliter le travail des journalistes. On y apprend, par exemple, à notre grande stupeur, que seulement 3% des déclarations de Donald Trump sont classées comme incontestablement vraies. Ensuite, l'intelligence artificielle soulage les journalistes et rédacteurs de tâches les plus rébarbatives, comme le regroupement d'informations, la synthèse de données complexes, l'analyse des tendances. Et l'IA vous donne chaque jour accès à des informations qui vous seraient totalement inaccessibles et contribue aujourd'hui à améliorer votre expérience utilisateur en vous proposant des contenus personnalisés. Tenez par exemple, vous madame, lorsque vous ouvrez votre navigateur, l'intelligence artificielle se rappelle que vous êtes passionné d'horticulture et vous propose les meilleurs articles de Fleuriste Magazine avec des petites astuces pour dorloter vos géraniums. Alors non, l'intelligence artificielle n'est pas le monstre qu'on vous a présenté. Elle n'a pas sacrifié le journalisme, elle l'a rendu plus pertinent. Elle n'a pas atteint la pluralité de l'information, elle a décuplé ses sources. Elle ne manipule pas l'information, elle la rend plus accessible. Elle ne vous ment pas et ne détourne pas d'elle-même l'information pour autant qu'elle n'ait pas été mise au monde pour servir les intérêts de créateurs malveillants. Elle ne discrimine pas non plus si on ne lui demande pas de le faire. L'intelligence artificielle, j'en suis convaincu, est la prochaine étape dans l'avancée de notre civilisation. Et je suis convaincu également que si vous la laissez vous emmener au vent, vous verrez que sa bienveillance est éternelle et pas artificielle. Merci, Maître Freeman, pour votre plaidoirie. Nous allons maintenant déclarer le débat public terminé. Nous demandons à l'huissier audiencier de fermer les portes, car nous allons délibérer avec le public présent dans cette salle à Toulouse ainsi qu'à Millau. Et nous allons poser les différentes questions concernant la culpabilité de l'accusé ou son innocence. Mais avant cela, vous avez entendu que Maître Freeman a soulevé une nullité que nous devons examiner en premier. Cette nullité prétendue tient à l'irresponsabilité de l'intelligence artificielle, finalement, puisque vous dites que l'intelligence artificielle n'est pas une personne. Il faudrait dire ni physique ni morale, alors, car il y a des personnes morales qui peuvent être attraites au tribunal. Vous dites qu'elle n'est pas une personnalité d'une manière ou d'une autre et qu'on ne peut pas lui reprocher aucun des faits dans cette procédure ou dans toute autre. Et il faut alors prendre une décision sur ce premier point. Ce premier point, donc, nous disons que la question de nullité est jointe au fond, comme il est d'usage, comme il est possible. Je vais simplement, Madame le procureur, comme vous n'avez pas pu vous expliquer sur ce point de la nullité, vous donner la parole rapidement sur la nullité. Pas de remarque. Pas de remarque. Bien. Alors maintenant, c'est donc la première question. Avant de poser les questions, éventuellement, alors, sur la culpabilité, sur les chefs d'accusation, est-ce que l'IA est fondamentalement irresponsable, comme le serait un chien qui mordrait le voisin? Première question, donc, qui est posée aux jurés, à la fois de Toulouse et de Millau. L'IA est-elle fondamentalement irresponsable et donc ne peut être attraite devant un tribunal, ne peut être condamnée, on ne peut rien lui reprocher pénalement ni civilement? Est-ce que
Ceux qui sont en faveur sont... Voilà, oui, donc il faut que je pose la question. Alors, qui est-ce qui est pour l'irresponsabilité de l'IA? Levez la main. Il va falloir faire un comptage précis. Inutile, Monsieur le Président. Le public a parlé. Merci, je vous remercie. Maintenant, qui est-ce qui est pour la responsabilité de l'IA, pour que l'on puisse juger des différents chefs d'accusation de l'IA, qui est pour la responsabilité de l'IA, pénale ou civile? C'est tous mes amis. Bien. Il y a des votes doubles, Monsieur le Président. Alors, je vais demander quels sont les résultats. Quels sont les résultats à Toulouse? Oui, nous avons un comptage. Nous n'avons personne qui fait le comptage dans la salle. Non. La majorité. Et alors, quel est le comptage à Millau? À Toulouse, on a 70 personnes du jury oui. qui estiment que l'intelligence artificielle n'est pas responsable. D'accord. Et pour Millau, c'est 5 contre 3. C'est donc serré. 5 pour les responsabilités, 3 pour la responsabilité. Bien. Eh bien, avec ce vote, vous vous privez d'avoir un avis sur les différents chefs de culpabilité. Nous avions 7 chefs de culpabilité. Ils ne seront pas examinés, car comme un chien, ChatGPT et l'OpenAI est irresponsable, et il faudra donc mieux, Madame procureure, mieux tourner vos réquisitions et afin de mettre en cause les concepteurs, les utilisateurs, les vendeurs, les acheteurs, enfin nous tous, utilisateurs de l'intelligence artificielle, nous sommes ramenés à nos propres responsabilités. L'audience est donc levée et le jugement ainsi rendu, l'AI est acquitté.